Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de presque 2 ans, et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, voire même tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. Pour ce 10e épisode, déjà, je suis heureuse d'accueillir Chloé, avec qui on discute d'expatriation, d'avortement, de grossesse surprise, d'angoisse très forte, d'accouchement physio et même d'accouchement à domicile. Vous commencez à me connaître, cette liste n'est pas vraiment exhaustive. Je vous laisse donc découvrir toute son histoire. Salut Chloé! Salut Manon, ça va? Ça va, merci, et toi? Bah ouais, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler. Bah écoute, c'est avec plaisir, ça me fait toujours plaisir de discuter de ce genre de sujet. Alors, qui es-tu et d'où viens-tu? Ah, vaste question. Enfin, pas si vaste que ça. Je m'appelle Chloé, j'ai 34 ans. De base, je suis française, parisienne. Et j'habite aux Pays-Bas, à côté Amsterdam, puis à côté d'Amsterdam depuis 13 ans. Ah oui, 13 ans, pourquoi tu t'es expatriée? Euh, Bah, il n'y avait pas vraiment de raison de partir à Amsterdam ou ailleurs. C'est juste que bah, la France, ça me convenait plus. Enfin, j'avais du mal à trouver l'épanouissement, on va dire. J'avais du mal. J'ai pas fait d'études, c'était un peu compliqué. Et du coup, on m'a proposé un boulot à l'étranger en call center. Et je pense qu'à Amsterdam ou n'importe où ailleurs, j'aurais dit oui. Et du coup, je me suis retrouvée à Amsterdam. Je parlais à peine anglais, pas du tout néerlandais, mais j'ai bien aimé. Du coup, je suis restée une chose en entraînant une autre. Ça fait 13 ans. Voilà. Ça a dû être une sacrée immersion hein, d'arriver là-bas sans parler anglais. Bah, c'est vrai que ça m'a permis. Enfin, je parlais quand même anglais, j'avais quand même eu une bonne note en anglais au bac, et puis je suis très bavarde, donc j'ai rapidement compris comment ça fonctionnait. Mais à ce moment-là, on était quand même dans des équipes qui étaient quand même purement francophones, parce qu'à Ah l'époque, oui, c'était. ok. Voilà, toutes les équipes, elles étaient divisées par pays, et donc du coup, au début, j'ai surtout traîné avec beaucoup de Français. Donc ça D'accord. a été. Et puis j'étais hyper excitée, je dois dire que j'étais trop contente de vivre une nouvelle aventure, donc on peut pas. Enfin, j'étais pas. C'était vraiment une belle période pour moi. Chouette, ça donne envie Mm. dit comme ça. Bah ouais, c'était trop bien, franchement. Ok, alors on va parler du sujet qui nous amène Ouais, aujourd'hui. oui, Est-ce que tu as toujours, toi, voulu des enfants? ouais, toujours. J'étais pas. Au début, enfin, d'abord, je crois que je me suis jamais posé la question, mais très rapidement, dès la fin de l'adolescence, c'était une envie que j'avais. Comment tu la gérais du fait que t'as longtemps été célibataire ou avec des relations pas sérieuses? Oui, oui, oui. Bah déjà, le truc, c'est que j'avais toujours le fantasme d'avoir un enfant, mais j'étais quand même assez consciente du fait que c'était pas à 16 ans, ni à 17, ni à 20. Ouais, c'était une envie, mais Oui, oui, oui. Alors, des fois, je pense que comme un peu tous les adolescents, peut-être un peu en conflit familiaux, j'avais espèce de fantasme d'avoir un enfant et puis peut-être de faire chier mes parents et des trucs comme ça. Mais voilà, et puis bon, mais au final, ça s'est jamais présenté et j'ai jamais vraiment fait de conneries qui auraient pu faire que. Enfin, fait de conneries, c'est pas forcément des conneries d'ailleurs, mais pris de risques suffisamment grands pour que ça arrive. Et de toute façon, je pense que là, enfin, j'aurais pas mené la grossesse à terme. Mais j'avais très envie d'avoir des enfants. Mais c'est vrai qu'amoureusement, ça a été compliqué et chaotique bah, jusqu'à ce que je rencontre celui qui est devenu mon mari. Donc au début, vers la vingtaine, enfin quand j'étais ado, donc j'avais un peu ce fantasme et puis peut-être le fantasme, voilà, on a un enfant et tout, mais j'ai quand même été très rapidement catapultée un peu dans la vie d'adulte. J'ai travaillé tout de suite, enfin dès 18 ans. ouais. En partant à Amsterdam, j'ai dû me gérer et du coup j'étais quand même très 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 consciente que si je voulais un enfant, il fallait quand même que matériellement derrière ça suive parce que bah, c'était pas, en tout cas moi, j'avais pas envie d'avoir un enfant dans des conditions trop galères quoi. Ouais. Donc, je voulais avoir un partenaire qui soit avec moi. C'est pas du tout une injonction, mais moi, je sentais que, enfin, c'était
j'avais l'impression que c'était quelque chose d'important. Hmm. Je voulais peut-être une stabilité amoureuse, financière, avant de me lancer dans ce projet. Bah, surtout pour toi qui avait pas ta famille en support à côté. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis j'avais envie de. Je me rappelle, je sais qu'on avait peut-être parlé de l'aborder. Je sais que je suis tombée enceinte une fois et que j'avais dit donc à la personne qui était responsable entre guillemets de cette grossesse. Pour moi, un bébé, ça doit être la cerise sur le gâteau. Et si j'ai pas de, et là, j'ai pas encore le gâteau, quoi. Donc t'as décidé d'avorter sur cette grossesse-là? Bah en fait, à 24 ans, en fait, là, ce que je dis, ça c'est vraiment, j'en ai vraiment pris toute conscience à 24 ans. J'avais une histoire qui était sur la fin avec quelqu'un que j'aimais énormément, mais avec qui, bon, très visiblement, ça allait pas marcher, ça avait jamais marché, et puis il n'y avait pas de raison que ça marche un jour. Hmm. Mais c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et un jour, je suis tombée enceinte, on a pris des risques, donc j'ai pris la pilule du lendemain, sauf que cette fois-ci, la pilule du lendemain n'a pas marché. Et du coup, je me suis retrouvée enceinte. Et puis, j'ai décidé d'avorter. Et c'est là vraiment que j'ai pris conscience que j'ai mis en pratique mon envie justement d'avoir un enfant, mais dans des bonnes conditions. Même si Ouais. j'avais très Hmm. envie de devenir maman, même si c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, je pense que maintenant que je connais la maternité, je sais que j'aurais adoré cet enfant, mais j'avais pas envie de. Enfin, je me disais que mettre cet enfant au monde dans ces conditions, parce qu'à ce moment-là, je faisais pas un travail que j'aimais particulièrement. J'étais dans une colocation, j'étais encore assez mal dans ma peau quand même. C'est quand même encore très très compliqué sur le plan psychologique. Et je me disais, il faut vraiment mettre la vie en ordre avant de mettre un enfant au monde, pour l'enfant, mais aussi pour toi, parce que là, si tu te retrouves comme ça avec un enfant, tu vas avoir un petit peu un boulet au pied, tu vas pas pouvoir t'épanouir et tu as besoin encore de t'épanouir seul avant de pouvoir ajouter un enfant à l'équation. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience, paradoxalement, de mon désir de devenir mère un jour, vraiment. Vu que là, ça avait vraiment été concret, je l'avais senti dans mon corps, mais aussi le besoin d'aller mieux et Ouais. de grandir avant de pouvoir réaliser ce rêve-là. Et je me suis promis ce jour-là que le jour où je retomberai enceinte, je le garderai. Ah oui. Si c'était un accident. Enfin, un accident d'ailleurs, j'aime pas ce mot, mais si c'était une surprise. Ouais. Et, et c'est comment le climat niveau avortement aux Pays-Bas? Génial. Enfin, je peux parler que pour mon expérience, parce que j'ai entendu dire que malheureusement, comme partout, ça se passe pas bien pour tout le monde, mais moi, ça Ouais. s'est hyper bien passé. J'ai été voir une médecin traitante un peu froide, mais qui m'a pas culpabilisée. C'est juste que quand je lui ai demandé comment ça marche, elle m'a dit qu'elle savait pas. Elle m'a juste donné un nom d'une clinique à appeler, mais c'était juste froid. Et ensuite, en fait, ici, ils ont des cliniques pour avortement qui sont juste pour ça. Donc en fait, en tout cas, c'était comme ça il y a 10 ans, parce que du coup, c'était il y a 10 ans. Et elles étaient tenues par des nanas, c'était leur cause, quoi. Ouais, Donc on n'était pas dans. Ouais, pardon? c'était bien démocratisé en fait. C'était démocratisé, mais surtout les nanas, ici, l'avortement est autorisé jusqu'à 21 semaines, je crois, d'aménorrhée. Ou Ok. 24, je sais plus. Donc c'est très tard. Donc on vient de toute l'Europe pour se faire avorter. Hmm. Ok. Euh, c'est bien démocratisé, oui et non, hein. Les Pays-Bas sont quand même un pays où il y a encore de la religion, mais en tout cas, de leur politique libérale, ça en est ressorti ça, je pense. Et du coup, c'est des centres d'avortement. Donc les centres d'avortement, c'est pas des centres gynécologiques. Donc ils ne travaillent là-bas que les gens qui veulent travailler dans l'avortement. Oui, d'accord. Hmm. Donc on se retrouve avec des nanas qui sont sensibilisées au truc et qui sont là pour ça. Donc on se retrouve pas sur la sage-femme pro-life Hmm. qui veut vous motiver à avoir un bébé. Tant mieux. Ouais, grave. Donc on a un petit entretien psychologique. Je suis tombée sur une nana, elle devait avoir 60 balais, les cheveux courts, on sentait quand même le truc féministe à l'ancienne. Et le pur et dur, quoi. Et quand je lui ai dit, elle m'a demandé pourquoi je voulais pas, pourquoi je voulais pas garder ce bébé. J'étais à 2 mois, je crois. Et je lui ai expliqué. Et elle m'a dit, ah, vous avez bien raison. Et elle m'a fait un high five. Donc je m'en souviendrai Ah toujours de ça. oui, c'est Ouais, effectivement. C'est pas la même voilà. ambiance qu'en France, j'ai Non, 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 l'impression. non, du tout. Et j'avais jamais eu d'échographie. Et quand je suis arrivée, en fait, j'ai demandé sous anesthésie générale. Et puis à ce moment-là, la grossesse, j'étais quand même déjà à 8 semaines. Donc 8-9 semaines. Et moi, j'avais demandé à être anesthésiée entièrement.
Et quand je suis arrivée, avant de l'anesthésie, ils ont fait une écho. Ils ont baissé le son et ils ont regardé l'écran pour que moi je le vois pas. Donc j'ai trouvé, enfin c'est hyper délicat quoi. Moi Ouais, c'est ce que j'allais. Mm. quand j'entends parler d'avortement en France, les nanas elles voient le cœur et tout. Alors moi j'avoue que de toute façon ma décision était prise, que personnellement je suis très pro avortement, donc de toute façon, non je dis pas qu'il faut avorter quoi qu'il arrive, mais disons que pour Pro-choix. moi c'est ça, je suis très pro-choix et pour moi l'avortement, et surtout après avoir vécu ce truc-là, n'est pas forcément pour moi quelque chose qui est dramatique. Il n'y a pas forcément un affect à mettre derrière, quoi. C'est pas, Mm. c'est des histoires de vie. C'est tout le monde n'est pas obligé de pleurer, de souffrir horriblement parce qu'il fait un parce qu'il avorte. Et en France, on a beaucoup ce discours. J'ai l'impression de par exemple, moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand on dit, même les gens qui sont pro-avortement, par exemple, quand on en parle sur le service public et on dit que oui, c'est quand même très bien, très important, machin, mais c'est jamais anodin, c'est toujours une souffrance. Moi, j'aime pas ce discours parce que c'est pas anodin, mais rien n'est anodin. Mais le discours de oui, c'est toujours une souffrance, c'est pas forcément une souffrance. Quand les chiffres montrent que la plupart des femmes, au contraire, le vivent comme un soulagement. Et peut-être que si on arrêtait de dire aux femmes que ce qu'elles font c'est horrible et que c'est très difficile et que c'est une grosse souffrance, bah, ça laisserait peut-être la place à moins de culpabilisation, même si moi je comprends tout à fait que dans certains cas ce soit quelque chose qui est très difficile, mais que ce soit aux individus de décider, pas à la société de dire que c'est dur ou pas, quoi. Je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Donc toi, tu l'as bien vécu cet avortement. Ouais, je l'ai très bien vécu et je dis parfois en rigolant, j'attends encore 10 ans après le traumatisme qui est jamais venu. Tant mieux. Alors voilà, c'est ça. Alors est-ce que c'était anodin? Non, parce qu'à partir de ce moment-là, ça a changé toute ma vie, dans le sens où comme j'avais vraiment un fort désir d'être mère et que j'ai très bien compris que là, ça allait pas être possible, pas dans cette configuration-là. Bah, j'avais envie d'avoir une vie qui marche, et ça m'a vraiment boosté pour avoir l'envie d'une vie qui marche et d'un épanouissement personnel pour pouvoir réaliser cette envie, parce que j'avais vraiment le rêve de devenir mère. Mais ça n'a pas, j'ai pas souffert de ça. J'ai même l'impression que d'une certaine manière, j'étais soulagée de voir que bah, j'ai un peu honte de le dire, mais de voir que ça pouvait marcher, quoi. Pourquoi t'as honte de dire ça? Bah, parce que c'est quand même assez immature. Enfin, je sais que c'est par exemple beaucoup de grossesses adolescentes où on dit, enfin, c'est pas moi qui le dis, mais enfin, les psychologues vont dire que il y a des femmes qui tombent enceintes aussi un petit peu psychologiquement pour vérifier que ça marche bien. Moi, je sais pas si c'était le cas parce que j'ai quand même pris la pilule du lendemain, mais j'avais quand même, j'étais d'une certaine manière, j'étais presque contente d'avoir vécu cette expérience alors que bon, ça devrait quand même être quelque chose qu'on cherche à éviter. Et j'ai pas du tout fait le choix, je me protégeais et tout ça, mais euh, j'étais soulagée d'une certaine manière de voir que mon corps, il était capable de, de tomber enceinte. Ouais. Après, t'en as tiré du positif, c'est bien Mm, aussi. Enfin, encore une voilà, fois, hein, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, hein, on n'est pas obligé de mal le vivre et autant c'est ça. tu peux en Je- tirer du positif aussi. C'est ça. Par contre, j'encourage évidemment toutes les femmes à prendre une contraception et en aucun cas l'avortement ne devrait. Enfin, c'est quand même un peu un souci si l'avortement doit Devient la servir de moyen, contraception. Hmm. devient la contraception. Je suis pas en train de dire ouais c'est génial tomber enceinte les filles vous faites avorter y a pas de problème. Je dis juste que à titre personnel je trouve que le drama qu'on met derrière l'avortement même quand on est pour est peut-être pas justifié et que ce serait aux gens de décider pour eux-mêmes s'ils le vivent bien ou non et pas à la société, c'est tout. Comme beaucoup de choses au final, hein, À peu surtout dans près, la non, parentalité, j'ai l'impression. c'est ça. Mais ça, c'est un petit peu mon motto de manière générale, hein, de toute façon, Ouais. surtout pour la parentalité. Mais je pense par contre que l'expérience que j'ai eue, et d'ailleurs, je pense aussi que ça. Enfin, je vais avoir le même discours pour la parentalité. Cette expérience très positive de l'accompagnement, qui a été très bon aux Pays-Bas et il était bon, mais sans rentrer dans le pathos, enfin, personne n'en a fait toute une histoire. Autour de moi, mes copines étaient au courant, ma famille était au courant, le mec à qui je l'ai dit, enfin, la personne qui était responsable, entre guillemets, était au courant. Il a été super, il a été très bienveillant. Mes copines étaient toutes proches, quoi, donc très bienveillantes. Ma famille aussi. Donc, au final, le fait de me retrouver dans une situation où personne n'en a fait toute une histoire, mais où les gens étaient très respectueux du truc,
Ça m'a aidé évidemment à bien le vivre et c'est évident que quand on te shame et qu'on te dit que ce que tu fais c'est mal et que tout ça, bah forcément, je pense que dans ces cas-là, tu le vis vachement mal et c'est pour ça qu'encore une C'est fois, sûr. et on en reparle aussi dans les trucs de postpartum, sans accompagnement, enfin un accompagnement ou pas d'accompagnement adéquat, ça change tout. Encore une fois, ça le prouve quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Voilà. Alors, on va reprendre le fil de l'histoire. Comment tu as rencontré ton mari après tout ça? Donc là, bah, j'avais 24 ans, donc de 24 à 29, bon, ça a été entre le moment où j'ai dit, bon, maintenant il va falloir trouver le bon mec, essayer de revoir une situation professionnelle plus stable et tout ça, qui me plaise. Bon, ça a mis du temps quand même, hein. Et mis du temps, un accompagnement, des choses comme ça. Mais finalement, vers 27-28 ans, ça a commencé quand même à prendre un petit peu forme. Et j'ai commencé à me sentir plus prête à faire une vraie rencontre parce qu'au final, je me suis rendu compte que bah, pendant très longtemps, on se dit on a envie de rencontrer quelqu'un, mais on n'est pas prêt. Au final, Hmm. rétrospectivement, je me rends compte que je n'étais pas dans le bon état d'esprit. Enfin, il y avait un truc. Et puis, je suis sortie entre 28 et 29 avec un abruti, pardon, mais de toute façon, il parle pas français, mais et je pense qu'il le sait, mais voilà, vraiment. Et je suis partie en me disant, voilà, mais moi, je mérite mieux que ça. Et en plus de ça, j'ai des copines qui sont tombées enceintes. Et je me suis dit, moi aussi, je vais être enceinte, hein, toujours. Alors, si je tombe enceinte de ce mec-là, c'est l'horreur, quoi. C'est l'enfer, c'est fini. Il était toxique. Enfin, il avait des petites tendances un peu à la toxicité. Et Hmm. j'ose même pas penser comment ça se serait terminé si j'étais pas partie. Quand je suis partie, il commençait à inventer des trucs que je lui aurais dit sur d'autres mecs. Enfin, enfin, bref, ça Ouf. commençait à pas. Oui, Hmm. ça commençait. Là, quand il a commencé à faire ça, je me suis dit, heureusement, j'étais pas très amoureuse, donc j'ai pu m'en extirper assez rapidement. Mais au Ouais. début, bah, c'est toujours pareil. Pendant les 6-7 premiers mois, c'est cool. Après, on s'embrouille un peu, mais moi, j'ai pas d'expérience de couple, donc je me disais que c'était peut-être comme ça tous les couples. Et puis, au bout d'un an, je me suis dit, ouais, mais si c'est comme ça tous les couples, moi, ça m'intéresse pas. Ciao. Et en Hmm. plus de ça, je me doutais que c'était que il y avait sûrement mieux ailleurs. Et du coup, je l'ai quitté dans l'idée de rencontrer quelqu'un de bien. Et là, je me suis dit, là, enfin, à ce moment-là, j'étais bien dans ma peau. Enfin, j'étais dans un truc super positif et tout. Et j'avais vachement pris confiance en moi. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais trouver mieux, je mérite mieux. Ça, c'était quand même une grosse évolution. Que je me dis, je mérite je me disais même, je mérite le meilleur. C'est chouette Et d'arriver à dire ça. ouais, ça a pris du temps, mais voilà, j'étais là-dedans. En fait, je me disais, tout le monde mérite le meilleur. En fait, je me disais pas encore je mérite le meilleur, je me disais tout le Hmm. monde mérite le meilleur, je fais partie de tout le monde, donc voilà. Donc je suis allée, je travaillais de nuit, alors je pouvais pas, je travaillais le soir, donc je pouvais pas trop dater, donc je pouvais pas trop sortir, donc du coup j'allais sur les sites de rencontres. Et il y avait donc ce mec-là qui me parlait, il était un peu bizarre. Il me draguait un peu, de façon insistante, comme s'il me connaissait. Et moi, ça m'énervait parce qu'il me connaissait pas, il avait juste lu mon profil. Et je lui répondais de manière assez sèche. Et je dois dire que j'étais un peu le gros bully de service à lui dire. Bah, j'étais un peu froide avec lui. Et puis limite, je me moquais un peu. Alors que franchement, si j'aurais pu juste l'ignorer. Enfin, heureusement que je l'ai pas ignoré. Mais Oui, du coup. voilà. Et lui, il s'accrochait. Et du coup, je me disais, mais il cherche ou quoi? Et un soir, il m'a dit un truc et j'ai trouvé ça très bizarre. Mais en même temps, ça m'a donné envie de répondre. Il a lancé un espèce de débat sur la jalousie. Et je me rappelle, et non, il m'a dit, j'aime pas les gens jaloux. Et je me suis dit, mais pourquoi il me raconte ça, lui? Et je lui ai dit, et je me suis dit dans ma tête, une chance sur 1 milliard que je sorte avec ce mec-là un jour, je vais pas lui mentir. Et je lui ai dit, moi de base, je suis pas jalouse, mais si tu vas trop loin, faut pas s'attendre non plus à ce que je plie le dos en disant d'accord, d'accord. Et là, le mec, il s'est dit, génial, une brèche! Et du coup, il a embrayé comme ça, et puis en fait, on est parti dans une conversation très intéressante. On est passé sur WhatsApp, on a parlé toute la nuit, on a parlé tout le lendemain. Au bout de 3 jours, on s'est rencontrés, on s'est bien plu. Après, on a continué à parler, et puis une semaine après, on s'est revus. Et quand on s'est revus, on était déjà à fond de cale, quoi. Et moi, c'était hier, ça fait 5 ans. Et bah, du coup, on est sortis ensemble tout de suite, et puis on s'est plus jamais quittés. Alors déjà, joyeux anniversaire de couple. Merci.
Et c'est beau. Ah ouais, non, là, ça a été mort par chaos. Bon, après, comme partout, hein, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez angoissé, donc je dirais pas que j'ai pas eu de doutes et des trucs comme ça, mais clairement, par rapport avec tout ce que j'avais vécu avant, mais ça n'a Hmm. rien à voir, quoi. J'ai eu des doutes au tout début, mais après, dès que je suis tombée enceinte, j'ai plus de doutes. Oh, comme beaucoup de gens, non? Enfin, je sais pas, Oui, c'est j'imagine. ça, oui, c'est ça, les premières. Non, mais comme moi, je me foutais vachement la pression sur faut que je trouve l'homme de ma vie, faut que je trouve le père de mes enfants. Ouais. Forcément, au bout de 3 semaines, je me disais, ouais, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? J'ai tendance à mettre la rate au courbouillon pour des trucs à la con, Hmm. donc du coup, ça m'a pas mal stressée, mais dès que je l'ai connu mieux, oui, j'ai plus de doute. Non. Et vous avez tout de suite parlé enfant, vu que toi, t'étais déjà dans ce désir Oui, oui, fort. oui, oui. Ouais. Moi, je me suis dit, j'allais avoir 30 ans, hein, j'avais 29 ans et demi. Je me suis dit, j'ai pas envie de perdre de temps avec un mec qui veut pas la même chose que moi. Et du coup, je lui ai tout de suite dit que moi, je cherchais quelque chose de sérieux. Et lui, il était divorcé. Il venait de divorcer, il a mon âge. Mais il venait de divorcer. Et le célibat, bon, s'était un petit peu amusé pendant un an, mais le célibat, c'est pas son truc. Lui, il aime bien vivre en couple, poser. Il cherchait, lui aussi, il cherchait à se remettre en ménage aussi. Du coup, vous avez parlé d'enfant rapidement. Ah, totalement. Vous vous donniez combien de temps? Euh, Moi, je voulais nous donner un an et demi. Ouais. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, du coup, j'ai été me mettre un stérilet parce que je me suis dit, bon, bah, moi, je me connais, je vais avoir 30 ans. À ce moment-là, on buvait un petit peu le soir, on buvait des coups, quoi. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, un soir, on rentre, on a bu plus de coups qu'une autre fois. Et moi, je serais capable de dire, ah bah non, on se protège pas, on verra bien. Ou alors, mais non, Go. je prendrai la pilule du lendemain, puis en fait, je l'oublie. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Enfin, on se connaît, quoi. Donc, j'ai été me faire poser un stérilet. Et on était ensemble depuis 1 mois et demi, 2 mois. Et puis en mars, fin mars, j'ai eu mes règles une dernière fois. Et ça a été des règles assez bizarres, on va dire, assez intenses et tout. Et donc du coup, je me suis dit que le stérilet débloquait, enfin, comment on dit, chamboulait complètement le corps. Hmm. Et que du coup, bon, bah, ce qui allait, les mois suivants allaient être un petit peu bizarres à ce niveau-là. Et c'était normal. Donc fin avril, les règles sont pas arrivées. Commençait un peu à péter les plombs mentalement. Donc je me suis dit, oh là là, quel PMS bizarre. Et le PMS, il durait. Et les règles, elles n'arrivaient pas. Et donc je me dis, et sauf que j'ai fait un test et il était négatif. Mais les règles n'arrivaient toujours pas et tout ça. Et puis finalement, elles ont fini par arriver, mais très, 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 très légères. Et puis pendant un mois comme ça, j'ai eu une espèce de psychose. C'était n'importe quoi. J'étais en état d'angoisse permanent, en stress. Mais alors, mais c'était vraiment bizarre. C'est-à-dire que c'était pas juste de l'angoisse, c'était presque de la folie, quoi. Une obsession. Ouais, mais c'était pas, enfin, j'avais pas une obsession qui était sur un truc en particulier. Je sais pas Hmm. si tu as des PMS qui sont. Quand tu commences en PMS et que tu commences à avoir l'impression que tu pètes un peu un plomb et que tu sors un peu de la réalité. PMS, SPM? Ouais, pardon, SPM, oui, Ok. pardon. Non, mais j'imagine Euh, que ça se dit différemment selon les pays. Du oui, coup, je voulais être sûre. et tu pars vraiment Voilà, bon bref. Et du coup, je sentais qu'il y avait un truc qui était pas normal, parce que même si je suis une nana très très angoissée, j'ai pas de problème avec la réalité, mais là, Hmm. je sentais que c'était quand même un petit peu bizarre ce qui se passait, et donc je me disais, oh là là, ce SPM, il dure et tout. Et puis, mais j'ai eu mes règles, enfin, croyais-je. Donc j'ai un petit peu mes règles et tout, donc je me dis, ah bon bah voilà. Et puis, mi-mai, quand même, je dirais, c'est bizarre, j'ai mal à la poitrine. Et puis moi, je faisais vachement de tests de grossesse, parce que comme j'étais quand même un petit peu obsédée par cette histoire d'avoir des enfants, j'aimais bien me faire peur, et puis j'aimais bien me faire frissonner. Et du coup, je Oui. fais souvent des tests en me disant, peut-être qu'un jour, j'en sais rien, moi. Et donc, je fais un test, mais comme j'en ai fait 150 avant, quoi. Et puis, en plus de ça, quand on a envie d'avoir des enfants, on s'invente des symptômes tout le temps, quoi. Comme t'en as fait 150 avant le stérilet, avant tout ça? Ou t'en as fait... Même sous stérilet, j'en ai déjà fait un ou deux, quoi. D'accord, ok. Non, mais je suis pas extrêmement nette comme personne. Et comme j'étais quand même très obsédée par cette histoire, d'avoir des enfants et tout, ça me travaillait vraiment. J'étais vraiment, voilà. J'en ai fait un. Et donc, non, pardon, j'en ai fait pas mal. Et là, du coup, j'en ai fait un comme j'en avais fait plein avant. Et j'avais l'impression d'avoir des symptômes.
mais j'avais déjà eu l'impression d'avoir des symptômes des milliers de fois et c'était jamais ça, hein. Oui, tu l'as fait en te disant, bah, c'est pour te dire que c'est bon, que t'es pas Ouais, enceinte, ouais, ouais, ouais. Et du coup, moi, je fais mon test. Et là, bah, bam, j'ai même pas attendu une seconde. Je vais aller de bar. Je commence à pleurer, je pleure, je pleure, je pleure. J'appelle ma meilleure amie, j'appelle même pas mon mec. J'appelle ma meilleure amie, je lui dis, elle rigole. Mais elle rigole, pas pour se moquer, mais un rire joyeux. Un Ouais. rire vraiment joyeux. Ah non, c'est pas possible, ah bah, c'est super et tout. Et parce qu'elle, je lui avais parlé, enfin, elle connaissait mon mec, et puis elle savait que enfin, ça se passait très bien, quoi. Et du coup, j'en refais un autre. Mais bon, là, je me doutais quand même que l'autre, voilà, l'autre pareil, en une Ouais. seconde, là. Et là, je pleure et tout, et j'appelle mon mec et je lui dis, Baby, the spiral, it didn't work. Ça veut dire, bébé, le stérilet, il a pas marché. Je lui dis juste. Et lui, il dit rien, il dit, ah mon Dieu. Enfin, non, il dit rien du tout, silence. Et après, il était là, oh, oh là là, oh, oh. Mais même là, j'ai senti que il n'était pas du tout en mode. Il était en panique, mais il n'était pas en panique, genre putain, c'est trop la merde. Oh non, 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 jamais de la vie. Non, non, il était plutôt là, genre oh mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? C'est fou. C'est Ouais, fou. plus surpris qu'autre chose, quoi. Il s'y Ouais, attendait ouais. pas du tout. Oui, et puis moi non plus. Mais il n'était pas Oui. du tout. Mais dès le début, comme ça, j'ai senti que. Bon, il allait assurer, hein. Et donc, alors là, il me donne le numéro du médecin. Je prends rendez-vous chez mon médecin traitant. Donc, moi, j'étais chez lui là. Et il habite pas à Amsterdam, donc il fallait que je retourne à Amsterdam. J'ai été chez le médecin. Elle a commencé à trouver que j'avais le ventre un peu gonflé. Donc, elle m'a envoyé faire une échographie. Et en fait, bah, c'est parce que j'étais à 8 semaines. Donc, Ah bah, oui! voilà, je sais que c'est un podcast pour les mamans. Donc, vous savez qu'à 8 semaines, c'est déjà. Enfin, voilà, il y a déjà le cœur, il y a déjà tout, quoi. Enfin, Ouais. 8 semaines. Et d'ailleurs, pour la suite, c'est top parce que du coup, j'ai un tout petit premier trimestre. Et quand on sait à quel point le premier trimestre est angoissant, C'est clair. Le moment que j'ai trouvé le plus long du monde, ça m'a paru durer 1 an. c'est horrible le premier trimestre. Et du coup, bah, j'ai fait une petite écho. Et puis là, bon, on a vu le cœur et tout. Enfin, j'ai vu le cœur, j'étais toute seule. Et donc, elle m'a demandé si je voulais le garder. Je lui ai dit que je savais pas, mais bon, dans ma tête, enfin, dès le début, enfin, je crois que je me posais pas trop la question. Après, il était évident que si Merain, c'est mon mari, il avait pas voulu, j'aurais pas gardé. Mais alors là, par contre, ça aurait été, là, je l'aurais mal vécu. Là, ça aurait Ouais. été dur. Et, euh, T'as et repensé à du ta coup, promesse que tu t'étais faite de si tu retombes oh, enceinte par surprise, ouais, mais tu le garderais? Non, pas sur le coup. pas sur le coup, figure-toi. Et du coup, donc j'ai fait l'écho, j'ai pris la photo de l'écho. J'ai dit à la dame que globalement j'allais voir, mais que moi j'étais plutôt pour le garder. Donc elle m'a dit félicitations, donc j'ai pleuré. Et puis elle m'a enlevé le stérilet, elle m'a dit qu'il y avait des petites chances de fausse couche dans les jours qui venaient, mais que c'était quand même assez faible et que là, enfin, la grossesse était bien commencée, quoi. Le cœur battait bien, voilà. Donc je suis rentrée avec mon mec. Alors lui, il avait appelé son meilleur pote, qui est d'ailleurs le parrain de notre fille, enfin, puisque c'est avéré que c'était une fille, qui est venu à la rescousse un petit peu, mais c'était un bordel. Mais c'était joyeux. Un joyeux bordel. Donc. Ouais, ouais, enfin c'était qu'est-ce qui nous arrive? Oh là là, quelle aventure! Alors évidemment, on a fait semblant qu'on allait réfléchir à se le garder ou pas. Alors on était là, qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, je sais pas, maintenant, rétrospectivement, je me dis qu'en fait, la question, elle s'est jamais vraiment posée. Mais on a fait semblant de se la poser quand même, surtout qu'en plus de ça, autour de moi, là, l'entourage était moins soutenant. J'ai quand même eu peu, mais il y a quand même eu 2, 3 personnes qui m'ont dit que quand même, ce serait mieux d'avorter et puis de réessayer dans quelques mois. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, on était ensemble depuis 4 mois et demi, quoi. Et d'ailleurs, à la lumière de ce que je sais de la parentalité, nous, on a eu une chance de fou, mais je ne conseillerais à personne d'avoir un enfant avec quelqu'un qu'on connaît depuis 4 mois et demi. Ça me semble être une connerie qu'on a faite et on a eu énormément de chance que ça marche si bien, mais c'est un pari. Mais à ce moment-là, on savait pas à quoi on s'exposait, donc on y a été et on a fait semblant de réfléchir. Moi, j'ai beaucoup pleuré, mais je crois que c'était plus pour la forme. Et, euh,
Et puis au final, bon, lui, il avait un truc le samedi, moi aussi et tout. Mais on était en contact permanent. Enfin, on était, mais Ouais. déjà avant ça, mais on était tout le temps en train de se parler. Et moi, j'étais déjà en train d'avoir, j'avais pas vraiment de symptômes, mais voilà, vite fait et tout. Enfin, c'était quand même assez. Il y avait aucune distance qui s'était installée. Et le dimanche, on a été dîner, on a été voir justement ma meilleure amie qui habite à côté de chez moi. Et puis bon, on a décidé, on a officialisé le fait qu'on le gardait. Moi, à ce moment-là, j'avais pas de travail, j'allais perdre mon boulot, mais j'allais avoir du chômage. Et à Amsterdam, des gens qui parlent français sont quand même toujours recherchés sur le marché du travail. Donc la situation était pas idéale, mais c'était Mais pas une catastrophe non plus. hmm. Alors comment ça s'est passé cette grossesse et surtout comment ça se passe un suivi de grossesse aux Pays-Bas? Un rêve cette grossesse. Alors, j'ai beaucoup saigné tout au long de la grossesse. Donc, j'ai pas eu un suivi de grossesse classique. Normalement, aux Pays-Bas, on va chez les sages-femmes, on a une sage-femme, et puis l'accouchement, on décide dans maison de naissance ou à l'hôpital. Le jour de l'accouchement, on va à l'hôpital, et puis voilà. Et je crois que c'est la sage-femme de ton cabinet qui te suit, qui vient avec toi. J'en suis pas sûre, parce que j'ai jamais eu le cas, moi, en fait. J'ai jamais eu une situation où j'accouchais à l'hôpital avec une sage-femme de cabinet. Ok, toi ça s'est passé comment pour toi? Enfin, déjà la grossesse. La grossesse, c'était merveilleux. J'ai pas eu l'impression d'être habitée par la grâce ou, enfin, je m'attendais à ressentir peut-être des trucs plus de fusion avec mon bébé, un sentiment de magie plus, quelque chose de plus magique. Par contre, j'étais hyper heureuse. Mais en plus, avec mon mec, ça faisait un an, ça allait faire, notre fille, elle arrivait un peu plus ou moins pour nous un an, quoi. Donc c'était la première année du couple, donc c'était la lune de miel, quoi. Ouais. Euh, voilà, donc on rigolait tout le temps, on était trop bien. En plus, on s'entend, on a emménagé ensemble très vite. Enfin, quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte, j'ai emménagé chez lui le mois d'après. Et la cohabitation s'est très bien passée. D'ailleurs, elle se passe toujours bien. Enfin, on s'entend très bien. Et c'était vraiment génial. Moi, j'étais hyper fière, mais j'étais très centrée sur moi, j'ai l'impression. C'était vraiment ce que moi je ressentais. J'étais très sereine. J'étais hyper fière d'être enceinte. J'avais vraiment l'impression que oh, ça y est, le cadeau, quoi. Alors que c'était le plus beau cadeau que la vie avait pu me faire, que enfin je testais cette expérience et que en plus de ça, je la testais dans des conditions géniales avec un mec trop bien qui était hyper à l'écoute, super investi. Ah ouais, moi j'avais l'impression que oh, c'était mon année. Hein. 2017, j'étais enceinte, c'était l'apogée de ma vie, quoi. Ta consécration. C'est ça, la consécration. J'étais trop contente. Puis j'allais devenir maman, j'étais contente. J'étais un peu angoissée parce que sur ce moment-là, je traînais pas mal sur Internet et je prenais conscience que la parentalité allait être très très dure. Et du coup, j'étais un peu quand même en stress que ça me rende malheureuse, mais moi j'ai tendance à avoir de l'anticipation anxieuse Hmm. beaucoup. Donc mais objectivement, ça se passait trop bien. Et pourquoi tu dis que t'as pas eu un suivi de grossesse classique? Parce que j'ai saigné tout du long de ma grossesse. Sauf que moi, j'ai très vite senti qu'il n'y avait pas de problème, en fait. Alors peut-être que j'étais dans le déni, mais visiblement non. Mais j'ai perdu du sang tout de suite. Sauf que, en fait, quand j'ai eu mon avortement, j'ai aussi perdu du sang pendant 2 mois avant d'avorter. Et quand j'ai avorté, l'embryon était viable sans problème. Il n'y avait même pas d'hématome. Parce que je leur avais demandé. Et donc, je savais que j'étais susceptible de saigner. Donc au début, j'avais eu des saignements avant de faire la première écho là, des 8 semaines, et le bébé était toujours là. Ouais. Et ensuite, j'ai continué de saigner, et comme je saignais et j'étais un peu en stress, et je refaisais des échos de temps en temps, au premier trimestre, et le bébé était toujours là et elle se développait. Donc au bout de 3 ou 4 fois à saigner, et puis en fait, il y a rien, il n'y a même pas un hématome, moi j'ai commencé à me dire que c'était comme ça et que Ouais. ça allait C'est être comme comme ça. ça. Sauf que comme je saignais, eux, ils étaient d'accord avec moi sur le fait que c'était probablement bénin. Et de toute façon, on a fait tous les tests possibles et tout. Et puis, par exemple, il suffisait que qu'ils me fassent un test et un toucher machin, et puis un prélèvement, et puis je saignais tout de suite. Donc, en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que c'était juste probablement une sensibilité
du col, et surtout qu'en plus de ça, à l'époque, alors ça c'est important de le savoir, comme j'ai appris ma grossesse du jour au lendemain, à cette époque-là, je fumais beaucoup. J'ai arrêté complètement, mais je fumais à l'époque, et j'ai eu énormément de mal à arrêter pendant la grossesse, donc jusqu'à très tard, même si je fumais très peu, jusqu'à tard, j'ai quand même, c'est pas bien, mais j'ai quand même fumé 1 ou 2 cigarettes par-ci par-là, Hmm. peut-être par jour, par exemple, C'est pas moi et de qui moins jetterai en la moins. pierre. Et tu vois de quoi je parle? Oui, tout à fait. Voilà. Bon, Pour et avoir ben vécu la jusqu'à la même fin. chose. Voilà, c'est ça. Donc jusqu'à la fin, j'en ai fumé 2, 3. Et j'ai lu que ça pouvait dilater les vaisseaux sanguins ou un truc comme ça. Et du coup, parce qu'en fait, pour mon fils, j'ai pas fumé et j'ai pas eu de saignement. Mais bon, bref, peu importe. Et du coup, eux, même s'ils étaient d'accord que c'était bénin, à partir du moment où le bébé est devenu viable, j'ai eu quand même un très très deux ou trois très très gros saignements vers 20 semaines. Et puis ensuite vers 30 semaines. Moi, j'avais aucune crainte. Je savais que ça allait. Je sentais dans mon corps qu'il n'y avait pas de Hmm. problème. D'ailleurs, quand j'ai saigné, j'ai pas appelé la sage-femme tout de suite parce que c'était la nuit et que j'avais envie de dormir. Et le lendemain, elle m'a engueulée en me disant, mais quand vous saignez comme ça, il faut nous appeler. Et moi, j'étais là, mais non, mais ça va. Et elle me dit, je lui dis, ça va pas. Mais si, ça va très bien. Je fais, bon, bah. Mais c'est vrai qu'il faut, quand vous saignez, les gens appelez la sage-femme. Et c'est pareil. Des fois, je sentais que je saignais et puis j'allais pas à l'hôpital tout de suite, quoi. Genre, si j'étais en train de faire autre chose, j'attendais d'avoir fini ce que j'avais fait. Mais le problème, c'est que quand le bébé est viable, un saignement peut en cacher un autre. Donc, Ah bon? moi, ce que je pouvais. Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que les saignements bénins, ils peuvent rester jusqu'à la fin, mais le problème, c'est quand le bébé est viable. En fait, non, c'est pas ça. C'est que, excuse-moi, quand le bébé n'est pas viable, que ton saignement soit bénin ou pas, de toute façon, mais les Néerlandais sont très pragmatiques et ça peut avoir l'air hyper cynique et hyper froid vu de l'extérieur. Mais tant que le bébé est pas viable, que tu saignes pour rien ou que ce soit très grave, de toute façon, le bébé, il n'est pas viable, on peut rien faire. Pas viable, c'est-à-dire avant les Avant 20... 24, 25 semaines 24. là. Ok. Et d'ailleurs, c'est pour ça ici qu'on peut avorter jusqu'au seuil de viabilité. D'accord, Voilà. ok. Et enfin, c'est pas pour ça, mais le seuil de ici, on peut avorter jusqu'au seuil de viabilité. Bon, bref. Et du coup, quand le bébé est viable, on peut le sauver, obviously. Donc, à partir de là, si j'avais des saignements, bah, de toute façon, même s'ils étaient graves, on pouvait sauver le bébé. Donc eux, ils voulaient que je sois suivie à l'hôpital à ce moment-là. Donc attends, je dis des bêtises. Excuse-moi, je m'embrouille. Non, 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 mais... il y avait 2 trucs. Il y avait le truc des saignements. Donc de toute façon, quand je saignais, il fallait que je sois vachement plus vigilante. Et en fait, c'est ça. Et donc que j'aille à l'hôpital. Et en fait, à l'hôpital, au bout de la 3e fois qu'ils m'ont vue pour saignement, parce que du coup, j'y allais beaucoup plus. Parce que voilà, bah, au bout de la 3e fois, l'hôpital nous a dit, oui, bon, bah là, c'est la 3e fois que vous venez pour saignement en 2 mois. Vous passez dans la case grossesse à risque Ok. à cause de ces saignements. Et c'est là qu'ils m'ont dit, oui, et à chaque fois que vous saignez, vous attendez pas, vous nous appelez parce que ça pourrait être un signe d'accouchement prématuré. Et moi, j'aurais dit, oui, mais c'est bénin. Ils m'ont dit, oui, mais on sait plus parce que là, à votre stade, ça pourrait être un signe d'accouchement prématuré. Bref, voilà. Et donc, j'ai été suivie à l'hôpital. Ok. Et D'accord. nous, j'avais des échos à chaque fois. Mais normalement, aux Pays-Bas, on n'a pas d'écho. On a l'écho du premier trimestre et une écho au 2e trimestre, et c'est tout. Et c'est ce qui s'est passé pour mon fils. Ah oui, c'est... effectivement, c'est succinct. Ouais, mais je te raconte. Enfin, je pense qu'on va aborder le Oui, on en sujet. reparlera. Le truc avec mon fils a eu rien à voir avec ça. Donc là, bah, je pense que là, c'est un suivi qui était un petit peu comme en France. Ok, C'est-à-dire que ouais, tous les mois. c'est, toutes les 2 semaines, je crois. Parce que là, j'étais arrivée Ah oui, enfin. J'étais arrivée vers 30 semaines, là. À 30 semaines, je crois que je suis passée à l'hôpital. Un truc comme ça. ok, ça marche. Et Euh, est-ce que vous êtes préparé à l'accouchement aux Pays-Bas? Comment ça se passe l'accouchement aux Pays-Bas? vaste débat. Euh, Bah, l'accouchement aux Pays-Bas, c'est censé se passer comme en France. C'est-à-dire qu'on va à la maternité et on accouche et puis ensuite on rentre chez soi tout de suite par contre. Ok. Mais c'est tout, si la grossesse, enfin, si l'accouchement n'a pas été pathologique, parce qu'on a une suite de couches avec une aide-soignante à la maison, donc ça c'est top. Ah, Mais chouette. l'accouchement, il y a rien. Enfin, à ce moment-là, j'ignorais tout de l'accouchement aux Pays-Bas. Surtout que je me renseignais vachement auprès de gens qui étaient de françaises. Et j'étais en lien sur des forums avec des filles bah, qui étaient en grossesse en France, donc j'étais pas très très renseignée. Et puis bon, Muraille, on peut pas dire que c'était il y connaissait mais rien du tout en bébé ou en accouchement.
Et du coup, je me suis un petit peu renseignée et j'ai fait de la sophrologie. Et j'ai fait une journée de préparation à la naissance que j'avais trouvée pourrie parce que la nana, elle était pro-nature et du coup, elle disait que par exemple, si on prenait la péridurale, le bébé, il allait arriver drogué, que le seul truc qui était bien, c'était Oh, de nourrir son bébé au sein et tout. Et c'est des trucs avec lesquels je suis, même si j'ai jamais eu de péri, du coup, pour le coup, je suis toujours pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est complètement con et je trouve que c'est anxiogène de dire ça aux femmes. Parce bah qu'en plus de totalement. ça, qu'est-ce que tu vas culpabiliser une femme? Donc ça m'a énervé. Et pourtant, j'avais le projet, je voulais la péri, mais j'avais le projet d'allaiter. Mais je trouvais ça complètement con de dire ça aux femmes parce que tu rates ton allaitement et alors après t'as entendu que c'était le seul bon moyen de nourrir son bébé. C'est quoi ça? Ça m'a énervé. Et Ah bah du c'est coup, j'ai pas. bien tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui et Bah je oui. trouve amplifiés, notamment sur Instagram, hein, ce discours qui est il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça parce que c'est le meilleur et rien d'autre n'est bon et la culpabilisation et la culpabilité que ça engendre chez les femmes, parce que chez les femmes, hein, on va pas se mentir, Bah oui. c'est incroyable. Ouais, je suis d'accord. Non, non, mais c'est ça. Et puis en plus de ça, bah moi, pour avoir été sur les forums, j'étais sur le forum de Mademoiselle à l'époque. Pour avoir été sur le forum, moi, je voyais bien qu'il y avait plein d'allaitements qui se passaient pas bien et que c'était de la faute de personne. Et puis que je voyais bien qu'il y avait plein de nanas qui aimaient pas ça et que ça faisait pas d'elles des mauvaises mères. Enfin, et que les bébés, ils allaient très bien, ils étaient aussi gras et dodus que les autres. Enfin, il n'y avait pas de D'accord. problème. Et du coup, ça m'énervait ce discours parce que moi, je connaissais la réalité. Enfin, je savais qu'il n'y avait pas de. Et d'ailleurs, moi, je suis toujours persuadée qu'il n'y a pas de meilleur moyen de nourrir son enfant, le biberon ou le lait maternel. Tu fais. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup énervée et je pense que j'y étais un petit peu réfractaire. Par contre, ça a été très utile à Meringue qui a pris énormément de notes et qui les relisait parce que lui, c'est un peu un logique, quoi. Et il les relisait tous les soirs avant d'aller se coucher pour être prêt. Ah Et du oui! coup, il avait. Il Ouais, était et du coup. impliqué! Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, lui, il avait compris. Donc, du coup, lui, il avait noté comment ça marchait, la physiologie de l'accouchement, les trucs qu'il fallait dire, les trucs qu'il fallait pas dire, en quoi il pouvait m'être utile et tout. Et du coup, bah, lui, il servait de ça, quoi. Donc, lui, ça lui a été très utile. Mais moi, j'ai rien appris parce que je connaissais déjà tout des forums et des trucs comme ça. Et elle a rien Mmh. appris que je savais pas. Et la sophrologie, ça me permettait de me détendre, mais en fait, rétrospectivement, je me suis pas suffisamment Enfin, j'ai pas de regrets, mais en vrai, j'étais pas préparée. OK. J'étais pas préparée à ce qui s'est passé après, mais je crois que personne n'est préparé à ce qui s'est passé après. Et bah, justement, qu'est-ce qui s'est passé après? Drama queen de l'extrême, moi j'étais persuadée qu'on allait devoir me déclencher à 42 semaines. En soi, ça aurait pas été grave, hein, mais moi j'étais persuadée de ça. Et, euh, et puis je pense qu'en fait, vers la fin, on est rentré dans une espèce de phase où surtout pour le premier, tu sais que ta vie, elle va changer à jamais. T'es prêt, mais t'es pas prêt, mais t'es prêt. Mmh. De toute façon, t'es dans une espèce d'entre-deux. Je me rappelle qu'avec mon mec, on se parlait quasiment plus. Mais pas. C'était pas tendu du tout. Enfin, c'était pas. Tout allait très bien entre nous, mais je sentais que lui, il avait besoin de process dans sa tête. Moi, j'avais besoin de process. On était tous les deux dans notre bulle. Et on était un peu tous les deux sur notre petite planète, comme ça, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ouais. Mais le couple allait très bien, mais on avait ce besoin un peu de se renfermer sur nous-mêmes et c'était un peu bizarre. Mais c'était pas du tout désagréable. Et je pense qu'on prenait de l'énergie pour la suite. Vous preniez, Euh, ouais, votre temps, et vous vous prépariez mentalement à tout ce qui allait se passer, en fait? c'est ça. Mais je me rappelle vraiment que pendant, on parlait un petit peu. On se tenait au courant de ce qui se passait et puis on se faisait pas du tout la tête. C'était très bienveillant et tout ça, mais on est assez bavard et là, on s'adressait quasiment pas la parole. On était vraiment, mais chacun dans notre petite bulle, quoi. Et, et puis je me réveille et puis je me rends compte, je me dis, ah, dis donc, j'ai des fuites urinaires aujourd'hui. Alors, j'étais à 40 semaines plus 3 jours, hein. Ah, j'ai des fuites urinaires bizarres aujourd'hui, donc je vais raconter sur le forum de Mademoiselle, là où j'étais à l'époque. Et là, les nanas, elles me disent,
Tu rigoles quand même, parce que des fuites urinaires à 40 semaines et 3 jours, c'est pas des fuites urinaires. Ouais, mais bien sûr que si, je vais pas accoucher. De toute façon, je vais me faire déclencher à 42 semaines, gna, gna, gna. Et tu Et sais d'où ça vient, ça? Cette, ce moi, je fais de côté l'anticipation très anxieuse. sûr de toi que t'allais être déclenchée. Mais non, mais parce que j'avais rencontré plein de filles qui s'étaient fait déclencher et que moi, j'aime bien m'imaginer des scénarios catastrophes. D'accord, ça marche. Non, il y avait aucune raison. Non, non, mais il y avait aucune raison que je sois déclenchée ou pas déclenchée. Enfin, la grossesse, elle était normale. Enfin, il y avait pas de, il y avait des signes Ouais. de rien du tout, quoi. En tout cas, j'étais en pleine forme, mais je sentais quand même depuis 2, 3 jours que j'étais plus fatiguée, que je pleurais beaucoup et tout. Mais bon. Et puis je vais me coucher, je me réveille, et puis j'avais toujours un peu des fuites urinaires. Alors je continue à raconter ma vie sur le forum, et les filles elles me disent enfin Chloé, là quand même, ça fait un peu perdre des os. Mais par message sur le forum, moi je dis ah, mais n'importe quoi et tout, moi qui me fais des films, n'importe quoi. Bon, j'appelle la maternité, j'ai bien pour vous faire plaisir et tout. Alors du coup tout le monde était en train de me répondre et tout. Franchement c'était tellement drôle ce jour-là, c'était génial. Et ça reste un des meilleurs souvenirs de ma vie ce truc-là, un de mes meilleurs souvenirs internet. Et donc du coup j'appelle la maternité. Alors je dis ah bon bah voilà, ça va vous faire plaisir, hein, j'y vais. Hein. Donc, du coup, j'arrive à la maternité. Et elle me fait un petit test. Alors, je lui dis, ah oui, j'ai des fuites urinaires, mais bon, comme je suis à 40, j'avais honte de les déranger pour rien. Je me dis, j'ai des fuites urinaires, mais bon, à 40 semaines plus 3 bon, bah, j'ai des amis, elles m'ont dit qu'il fallait mieux vérifier. Alors, au début, elle me dit, ah, je pense que c'est pas ça. Et là, du coup, juste devant elle, j'ai une autre fuite urinaire. Alors, elle me regarde quand même un peu, genre, elle est très claire, cette fuite urinaire. Ouais, elle fait un petit test et tout, mais elle me dit, oui, oui on va voir ce que c'est, mais peut-être qu'effectivement, c'est pas ça et tout. Puis moi, elle revient 10 minutes après, bah, c'est du liquide amniotique, madame, vous avez perdu les os. Enfin, vous avez T'as un fissuré. déni Ah, j'ai fait, d'accouchement grave. c'est ça, j'ai fait un déni d'accouchement. Après, la blague, c'était de se dire que si ça se trouve, si j'avais pas été sur le forum ce jour-là, je ne serais pas rendu compte. Genre là, maintenant, j'aurais toujours pas réalisé que j'ai accouché. Et J'imagine que t'appelles ton mec, du coup? ouais, ouais, j'appelle mon mec, sauf qu'aux Pays-Bas, c'est 72 heures avant d'aller à l'hôpital. On laisse 72 heures pour que ça change tout seul. Ah oui. Donc, ils m'ont renvoyé chez moi. Alors, ça, c'était vraiment super. Donc, ils m'ont renvoyé chez moi. J'avais pas de contraction, hein. Donc, ils m'ont renvoyé à la maison. J'ai appelé mon mec. Nous, on était contents parce que j'avais une échéance. Parce que dans 72 heures, si rien s'était passé, ben, Hmm. il me déclenchait de toute façon. Donc, on est rentré. La seule règle, le seul truc que j'avais, c'est que je devais vérifier, parce qu'à ce moment-là, ça coulait un peu plus, vérifier que le liquide était transparent et prendre la température pour vérifier que j'avais pas de fièvre. Ok. Pour vérifier qu'il n'y ait pas d'infection. Et j'avais un monito le lendemain matin, et puis après un monito tous les jours jusqu'au déclenchement. Donc la soirée se passe, on était trop contents, on a fait un petit tour en voiture, on a été voir Moi, il voulait aller voir ses parents, il voulait aller voir ses potes, genre, les voir une dernière fois. Moi, j'avais mis ma petite serviette sur le siège. En plus, Morane, il s'était préparé, il venait de passer son permis de conduire. Enfin, quand il a su que j'étais enceinte, il a passé son permis de conduire, il venait d'acheter la voiture. Donc on avait mis ma petite serviette et tout sur le siège, et puis on allait voir les gens et tout, il me montrait, il m'exhibait un peu, comme ça on paradait un peu. La petite baleine sur sa serviette. Je vais Et accoucher, regardez-moi. ouais, voilà, je vais accoucher, regardez-moi. Bon, bah alors les voyez, quand on se reverra, on aura un bébé. Hein. Oh, oh. Et on était encore un peu dans le déni. D'ailleurs, moi, j'ai fait un déni d'accouchement jusqu'au bout. Et donc, on rentre et tout. Et pendant la nuit, je commence à avoir des contractions. Et j'ai pas eu de doute sur le fait que c'était des contractions, parce que j'en avais jamais eu avant. Et enfin, j'en avais eu, mais pas comme ça. Là, j'ai senti une douleur. C'est pas une douleur de règle, c'était un truc que j'avais jamais connu. Donc, je me suis dit, c'est une contraction. Et j'ai commencé à en avoir toutes les 10 minutes. 10, 15 minutes. Alors moi, je me dis, ah, ça y est, le travail commence. La meuf. Après, on sait ces choses-là, mais là, sur le coup, puis ça faisait pas très mal. Alors, enfin, ça faisait mal, suffisamment pour que je me dise, ouais, le travail commence et tout, mais pas suffisamment pour que j'ai envie de mourir. Enfin, Bah, j'étais dix trop quinze contente. minutes, ça va. Effectivement, ça fait un peu début de travail, non? Oui, 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 tout à fait. Mais moi, je me disais, ah, bon, bah, dans 5 heures, c'est réglé. D'accord. Alors, voilà, Ah oui, voilà. effectivement. Moi, C'est je pensais que ça optimiste. commençait, je pensais que ça commençait doucement, mais que ça allait aller de plus en plus vite. Sauf qu'en fait, ça s'intensifie pas. Alors, je vais à l'hôpital. Et pour mon monito à 9 heures, et donc moi je leur dis ouais ça y est, j'ai des contractions et tout, et en fait au monito elle voit même pas de contractions, elle me dit ce que vous avez c'est peut-être des crampes utérines, genre pré-travail quoi.
Donc moi, je me dis, bon, bah ok. Et du coup, il me renvoie chez moi. Et en fait, mais ça encore une fois, heureusement qu'il m'a renvoyé chez moi. Et donc, avec Muraille, on a été manger chez McDo. Ça, c'est très important. J'avais trop envie d'un McDo. Alors d'habitude, on mange pas là-bas. Mais voilà, j'avais trop envie d'un McDo. Donc, on a mangé un McDo. Et après, dans l'après-midi, je commence à avoir de plus en plus mal. Sauf que moi, je reste sur mon idée que c'était des crampes utérines. Donc, toute l'après-midi, je regardais Friends. J'avais des contractions dans mon lit, j'en pouvais plus. Et en plus de ça, j'étais allongée. Parce que moi, je n'avais pas tellement suivi le cours de physio. Donc, j'étais allongée dans mon lit. Donc, évidemment que j'avais mal, quoi. Mais Ouais. j'avais mal, mais c'était pas non plus. Enfin, ensuite, j'ai su ce que ça voulait dire avoir mal. Et donc, je peux te dire que là, j'avais pas mal. Mais je croyais que j'avais mal. Et du coup, j'étais comme ça dans mon lit et tout. Genre, et j'avais quand même de plus en plus mal. Sauf que moi, j'étais restée sur mon truc que de toute façon, c'était des crampes utérines et que de toute façon, ils allaient me déclencher. Donc, j'étais dans mon lit et puis j'étais en train de râler, je pleurnichais, je disais à Mereine, oui, ce pré-travail, il est nul, ça avance pas du tout. Mais comment je pouvais savoir si ça avançait ou pas? Enfin, moi, j'avais aucune raison de. Enfin, voilà. Donc, j'étais persuadée que ça avançait pas. Alors, Mereine, il a dû aller à l'hôpital 2 fois parce qu'une fois, il fallait qu'il aille me chercher un médicament et puis après, donc, le gars, il faisait des allers-retours entre l'hôpital et mon lit et moi, j'étais en train de râler dans le lit. Et puis ensuite, il jouait aux jeux vidéo parce que je lui avais dit, va jouer aux jeux vidéo. De toute façon, il y en a pour des jours. Enfin, voilà. Moi, j'étais un peu. Drama comme d'habitude. Et, euh, et puis, bon, à force d'avoir des crampes utérines, quand même, vers 6 heures, Meran, il me dit, mais enfin, les crampes utérines, il y en a quand même toutes les 5 minutes, quoi. Ah oui, C'est peut-être. des grosses crampes quand même. Ah bah oui, peut-être, et tout. Alors, on décide de calculer, puis là, bon, bah effectivement, il y en avait toutes les 5 minutes. Et elle durait 1 minute 30. Ah ouais, quand Alors, on même. calcule comme. Ouais, alors on calcule. Ou 1 minute, je sais plus, enfin, la durée que c'est censé avoir, quoi. Et donc on appelle l'hôpital et ils nous disent oui, bon bah vous pouvez venir. Alors bon, cette fois-ci on était contents et tout, puis genre là par contre j'étais trop contente d'avoir des crampes, enfin des contractions, parce que toutes les 5 minutes, bah, ça voulait dire que c'était peut-être ça. Et bon, moi j'étais quand même toujours sur mon délire que de toute façon ça n'avait pas commencé, que c'était juste pré-travail, nanana. Et donc j'arrive à l'hôpital. Et, euh, et je tombe sur des sages-femmes assez froides, assez indifférentes quand même. Alors, elles me disent, bon, bah voilà, ouais, bon, bah voilà, une nullipare qui arrive en râlant, bon, bah on a l'habitude, quoi. Donc, elles me disent, bon, bah installez-vous. Et en fait, voilà. Et en fait, ils m'ont fait un maudito de 30 minutes. Et pendant ces 30 minutes-là, bien évidemment, j'ai pas eu de contraction. Ah ouais. Ou alors une ou deux, enfin, je sais plus, mais rien de concluant, quoi. Donc, elle me dit, ouais, vous êtes en début de travail, peut-être même que vous êtes pas en travail, vous prenez une douche chaude, et puis on va voir. Et puis, bon, bah si ça repart pas, je vous ausculterai, et puis vous retournez chez vous après. Si ça. On va voir si ça déclenche le travail, et puis sinon vous rentrez à la maison. Alors moi, bon, bah toujours dans mon truc de ah, bah, de toute façon, il n'a pas commencé le travail et tout, je vais prendre ma douche, et là, au bout de 2 secondes, une douleur. Je sais pas d'où ça sort, je sais pas ce qui s'est passé, mais le truc, mais alors, rien compris. Je commence à hurler, et là, il y en a une autre qui arrive, bam, bam, dans tous les sens. Tout me râle, je lui demande de venir me chercher sous la douche. Il vient me chercher, je pouvais plus marcher, j'étais à 4 pattes, je poussais des cris et tout, c'était n'importe quoi. Et là, il y a une sage-femme qui arrive et je lui dis, parce que Maureen, il appelle la sage-femme, et je lui dis, oui, dites à l'autre sage-femme de venir, elle devait venir à 10 heures, mais là, je parlais, il devait être 9h30, je pourrais jamais tenir jusqu'à 10 heures et tout. Et donc, l'autre sage-femme, elle arrive et elle me regarde, elle me dit, oh, ben, il y a encore une chochotte là. Je dis, bon, moi, je veux bien vous ausculter, mais je vous préviens, vous êtes sûrement en début de travail. Et moi, mais j'en pouvais plus, là, j'avais vraiment horriblement mal. Alors je me dis, oh là là, si c'est ça le début du travail, mais quelle horreur et tout. Et là, elle me regarde, elle me dit, ah bah, j'ai une bonne surprise, vous êtes à 7 ou 6. 6 et demi ou 7. Ah ouais. Alors, genre, mon pré-travail de l'après-midi, il avait été plutôt efficace du coup. Alors Oui. moi, je la regarde, je lui dis, ah bon, ah bah, je peux avoir la péri? Et elle me dit, oui, mais l'anesthésiste, il n'est pas disponible pour l'instant. Alors, soit vous attendez 1 heure, soit je peux vous donner un truc tout aussi efficace. Menteuse. Et alors, elle me dit ça et tout. Alors moi, je me dis, mais 1 heure comme ça, mais je vais jamais tenir. Il était, je crois qu'il là, il devait être 22 heures, un truc comme ça. Je me dis, mais je tiendrai jamais. Et du coup, je lui dis, bah, l'autre, je prends l'autre truc, je prends l'autre truc. Et du coup, bah, la péri, à ce moment-là, c'était fini. Il n'y a plus de péri, quoi. En plus de ça, sur mon projet de naissance, j'avais écrit, s'il vous plaît, le seul truc que je vous demande, c'est de me donner la péri. Ah oui, Vraiment. tu étais sûre. Ben oui. Et là, bah, du coup, j'ai eu la drogue, ça s'appelle Tanféta. Je sais plus ce que c'est.
un dérivé morphinique. Alors j'étais défoncée, mais j'avais absolument pas moins mal. Ah, Donc en plus de super. ça, en plus de ça, le problème c'est que j'étais allongée sur le lit parce qu'il y avait le monito et c'était un cathéter. Donc ça, je l'ai su après, quand j'ai fait pour la préparation pour mon fils, mais il y a pas de pire, il y a pas de pire position pour un travail qu'être allongé. Donc la douleur, elle a dû être amplifiée. Et en plus de ça, moi, je m'étais pas préparée à avoir mal comme ça. Donc je hurlais pendant 3 heures. En plus de ça, elle me disait, mais arrêtez de crier, vous faites peur à votre bébé, n'importe quoi. Enfin, Oh. franchement, voilà Oui, quoi. je pense Donc, qu'il y a bon. beaucoup de bébés qui ont entendu crier leur mère et qui vont très très bien. Bah surtout sans péri, ils sont fous les gens. Donc je suis restée, en plus ils m'ont mis des sondes urinaires et ça m'a fait encore plus mal, du coup j'aurais donné des coups de pied dans la tête. En phase Ils de ont mis une sonde désespérance, j'ai... urinaire alors que t'avais pas de péri? Ouais, parce que je pouvais plus... Bah j'aime pas trop rentrer dans ce genre de détails, mais disons qu'on va dire que c'était pas... On va dire que j'étais plus en Pardon. position, plus en capacité de marcher et que j'étais pas forcément... On Ok, était un peu rentré dans l'animalité quoi. ça Et marche. je leur foutais des coups de pied dans la tête. J'ai essayé de me barrer par la fenêtre. On était au 3e étage, donc je me rappelle avoir regardé la fenêtre pour essayer de partir et me dire putain, on est au 3e étage, c'est chaud là, je peux pas partir par la fenêtre. J'ai dit que je voulais plus accoucher, évidemment. Et puis au bout de 3 heures, bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais 3 heures quand même c'est long, donc il était Oui, 1 heure du oui, ça matin. reste long, ouais. Euh, Vers 1 heure du matin, elle me dit bon, on peut pousser maintenant. Alors moi j'étais à quoi déjà? Non. Parce qu'en même temps, je me disais, mais ce truc-là, ça y est, ma vie est terminée, ça va être ça ma vie maintenant, quoi. En Avoir fait, ce mal truc, tout le temps. mais la douleur, c'était inimaginable, mais j'étais même plus dans ma tête. En plus de ça, j'avais leur espèce de morphine, donc j'étais complètement défoncée. Enfin, c'était spécial, hein. Mais c'était pas, ça reste un souvenir rigolo parce que bon, après, j'ai poussé 3 fois, elle était dehors, hein. C'était un peu j'ai eu le cercle de feu, mais bon, elle était dehors, il y a eu aucun problème, je peux te déchirer ni rien. Ouais. Et donc voilà, et Sénat est née. Et alors, tu te Bah, rends compte? le truc, c'est que bah, j'avais eu tellement mal que en fait, j'étais complètement à l'ouest et puis j'étais tellement contente que ce soit terminé. C'était le milieu de la nuit, j'étais crevée, j'ai regardé, je me suis dit, bon, on va dormir, on verra, on étudiera le dossier demain. Et je pense qu'elle a dû se dire pareil parce que ils nous ont couchés. Alors, il y a mes beaux-parents, ils habitaient à côté, donc ils sont venus, ils ont pris quelques photos. J'ai appelé ma mère et puis 1 heure après, ils m'ont aidé à aller aux toilettes, machin. Et puis 1 heure après, on s'est endormis et on a dormi jusqu'à 6 heures du matin, elle aussi. Ah oui. Ouais, Ah, six c'était sept heures. vraiment on verra demain. Oui, c'est ça. J'ai Pour essayé de tout le la faire monde. téter. C'est ça. J'ai essayé de la faire téter. Elle en a pas voulu. Ça m'a pas. Enfin, je me suis dit, le bébé, il vient de se taper un marathon. Il a sûrement bu du liquide, machin. Il a pas faim. Enfin, ça me semblait pas déconnant comme histoire. Ouais. Peut-être que j'avais lu d'ailleurs que les bébés avaient pas forcément faim, mais en tout cas, elle a pas tété. Mais alors, ça m'a pas du tout inquiété, quoi. Et ouais, t'as pas eu de pression là-dessus. Non, ils m'ont dit, on revient demain. On va essayer de la faire téter demain. Moi, je leur avais dit que je voulais Cool. allaiter. Ouais. Et alors, le lendemain, du coup, parce que là, j'imagine bien que sur le coup, cette question ne se pose pas, mais est-ce que le lendemain, est-ce que tu as ressenti cette vague d'amour dont tout le monde parle comme une évidence, enfin, tous les médias parlent plutôt comme une évidence, alors qu'on se rend Non. bien compte que non. Non, mais alors ça m'a pas du tout inquiété parce que moi, bah, cette histoire de vague d'amour dont on parle, je n'avais pas entendu parler particulièrement. Peut-être que j'avais pas lu. Parce que je sais qu'on en parlait parce que des gens qui l'avaient pas ressenti m'avaient dit qu'on en parlait, mais moi j'avais plutôt l'impression de connaître que des gens qui l'avaient pas ressenti tout de suite. D'accord, ok. Ou en tout Mm. cas que c'était à 50-50 et j'avais quand même assez intégré le fait que ça venait pas tout de suite. Et je me disais que de toute façon on se connaissait pas. Enfin, il fallait qu'on apprenne à se connaître, donc j'étais pas du tout inquiète. J'ai pas eu un coup de foudre particulier, mais j'étais pas inquiète. Du tout. Bon, tant mieux. Et donc, vous êtes rentré à la maison rapidement? Bah, tout de suite, ils m'ont gardé en observation toute la matinée et on est rentré à la maison. Et il y a une dame qui est venue, enfin une aide-soignante qui est venue s'occuper de nous pendant une semaine. Alors pendant une semaine, il y a une personne qui vient à 7 heures. Enfin, je dis une dame parce qu'évidemment, hein, c'est le Caire, Oui. donc Bah c'est oui. toujours des dames. Mais qui est venue une semaine. Enfin, il y en a eu deux, mais sur une semaine, tu es avec quelqu'un 8 heures par jour qui vient t'apprendre les gestes, qui s'occupe du bébé pendant Génial. que tu dors et tout. Ouais, c'est très très cool. Surtout quand tu veux allaiter. Bah oui. Parce qu'en fait, pendant 8 jours, on n'a fait que ça.
Toi, On l'a mis ton aussi. boulot, c'était d'allaiter et le reste du temps, Moi, je faisais rien d'autre. c'est chouette. Ah bah, très bien. Et ben du coup, l'allaitement, il est parti tout seul. Bah oui. Parce qu'elle m'a mis... Bah oui, parce que du coup, on passait 8 jours à trouver les positions, à m'expliquer, à mettre la crème, le machin. Bah, quand elle est partie, je savais faire. Alors, ça n'a pas toujours été évident, parce que ça fait mal en plus le premier mois. Mais en plus, quand elle est partie, ma fille, elle avait déjà repris son poids et tout. Donc, j'avais eu ma montée de lait. Ma fille avait repris son poids, elle avait même pris quelques grammes en plus. Donc, le truc qui te met vachement en Parfait. confiance. C'est clair. Et globalement, c'est bien passé ton allaitement? Bah ouais, 2 ans et demi. Ah oui, Ouais, effectivement, ça s'est bien ouais, ouais. passé. Mais on a fait du mix dès 6-7 mois. Ok, ça marche. Mais ouais, Ok, aucun et problème, alors, elle adorait ça. euh, et toi aussi, j'imagine, du coup. Oui, oui. J'ai trouvé que pour créer le lien, pour nous, c'était vraiment idéal, quoi. Ouais. Ouais. Et ces premiers mois, globalement, de maternité, tu les vivais comment, psychologiquement, c'était comment? Paradoxalement, c'était beaucoup moins difficile que ce que je pensais. Mais après, moi, personnellement, j'ai eu des problèmes d'anxiété assez forts, mais pas de dépression. J'ai eu le Anxiety Postpartum Disorder. On en parle C'est dans comme la l'épisode dépression. avec Flo. Mm. Ouais, ouais, je sais. Et je l'ai écouté. Et j'ai eu ça aussi, moi. Ouais. Donc c'était un peu embêtant. Et en plus de ça, je pense que je m'étais trop. Alors je sais que ça va un peu à contre-courant du discours et je pense qu'il faut se renseigner, mais moi je pense que j'étais trop renseignée. Et Ouais. que du coup, j'ai été trop à fond dans la. Enfin, j'ai écouté la parole libérée. Je pense que c'est hyper important que les femmes puissent exprimer leurs difficultés. Et je pense qu'il faut jamais que ça revienne comme c'était avant et qu'il y avait une omerta. Mais moi, je pense qu'avec mon caractère anxieux, je suis une éponge. Et du coup, je pense que j'ai emmagasiné toutes les difficultés de toutes les femmes d'Internet en imaginant que moi, j'allais avoir les mêmes difficultés. Mm. Donc, j'attendais les signes de dépression, j'attendais le RGO, j'attendais tout un tas de trucs qui, en plus, se sont passés. Enfin, certains se sont passés, certains non. Et le pire, c'est que quand c'est arrivé, parce que par exemple, mon fils a eu un RGO. Bon, c'était pas très, il souffrait pas, mais ça a été un petit peu compliqué quand même pendant les premiers mois. Et en fait, ma fille a par exemple a de l'asthme, donc en fait, je me suis retrouvée quand même avec des situations à gérer qui étaient quand même pas toujours évidentes. Et en Ouais. fait, la gestion de la situation était beaucoup moins douloureuse et beaucoup moins difficile que l'angoisse et Mm. l'anticipation, que l'angoisse de l'anticipation. Tu t'étais Donc, vraiment préparée au pire du pire. tout le temps. Ouais. Et ma fille ma fille a jamais très mal, elle a pas très bien dormi, mais elle a fait ses nuits à 1 an, mais ça a jamais été la cata. Mm. Elle a toujours tourné, depuis qu'elle est bébé, elle tournait à 2-3 réveils, encore aujourd'hui, elle se réveille un peu la nuit, donc elle a jamais très bien dormi, mais elle a jamais mal dormi. Et moi Ok. qui me réveille pas mal la nuit, c'était pas si grave que ça. Et en plus de ça, on a fait du cododo assez rapidement. Parce qu'en fait, un soir, elle s'est endormie au sein, et puis on s'est réveillé 5 heures plus tard, elle était dans le lit avec moi, tout allait bien, je me suis dit, ah bah oui, d'accord, on va faire ça maintenant. C'est plus pratique. C'est ça. Et en fait, le cododo, je l'avais vraiment vu comme une espèce de truc hyper dur, hyper liberticide, voilà. J'avais peur que les enfants qui têtent la nuit, c'était horrible. L'allaitement, ça avait l'air d'être un sacerdoce. Enfin, ça avait l'air, tout avait l'air, tout me semblait, parce que c'est l'angoisse qui parle, tout me Mm. semblait horrible. Et en fait, la situation, même si elle se présentait, il y avait toujours des moyens pour gérer ou pas, mais quand on pouvait pas gérer, ça passait. Et en plus de ça, je pense que, honnêtement, ma fille, c'était pas un cas, c'était pas un bébé à problème de santé, ou c'était pas Mm. un. Enfin, elle a eu de l'asthme, comme je dis, elle a eu beaucoup de maladies ORL notamment. Mais à côté de ça, c'était quand même un bébé qui grossissait bien, qui dormait pas trop mal, souriant. Bon, elle a beaucoup, beaucoup pleuré les 3 premiers mois, mais elle pleurait pas la nuit, par exemple. Donc la journée, c'était chiant, mais la nuit, on avait du répit. Ouais, vous aviez une pause, ouais. Mm. Ouais, donc c'était un bébé sans. Moi, j'ai toujours dit en rigolant, c'était un bébé médian. C'est-à-dire qu'elle a pleuré en crescendo jusqu'à 3 mois. Après, elle a arrêté de pleurer de plus en plus. Puis à partir de 6-7 mois, le bonheur, quoi.
Donc en fait, ça s'est bien passé, mais t'étais tellement dans cette angoisse Ouais, surpuissante que au final, ouais. tu l'as pas hyper bien vécu non plus. Si, mais en même temps, j'ai quand même bien vécu parce que c'était quand même tellement mieux que ce qu'on m'avait dit. Ouais. Bon, Ouais. bah tant mieux du coup. Ouais. Même si il y avait cette angoisse, du coup, c'est tant Et mieux si puis tu j'avais l'as pas bien de vécu. cul. Et puis surtout, en fait, par contre, un truc que j'ai trouvé génial dans le fait de m'être préparée aussi, c'est que j'ai pas ressenti de culpabilité à ressentir ce que j'ai pu ressentir parfois. Hmm. C'est-à-dire que quand j'en avais trop marre et que j'avais entre guillemets envie de la jeter par la fenêtre parce qu'elle pleurait ou qu'elle me saoulait, je me disais pas que j'étais une mauvaise mère. Et en plus de ça, ça arrivait moins que ce que je pensais. Mais ça arrivait quand même. Et je me disais pas que j'étais une mauvaise mère. Ou quand au début, je me disais que j'aimerais... Parce que je trouve que vers 5 mois, pour les enfants, il y a une espèce de pic de t'en as marre. Parce que 5-6 mois, c'est le moment où tu t'en as déjà, où t'as déjà pas mal encaissé au niveau du postpartum, au niveau des pleurs, au niveau du manque d'interaction. Enfin, t'es quand même encore vachement dans s'occuper du bébé, sans beaucoup retour. Et là, t'as accumulé vers 5-6 mois, mais t'es pas encore rentré dans la phase où c'est merveilleux parce qu'ils sont à fond avec Hmm. toi. Et je trouve que cette phase, elle est difficile pour les deux. Mais par exemple, cette phase, m'en avait pas parlé, parce que peut-être qu'il y a que moi qui la vis, mais je me disais c'est normal, enfin voilà, et du coup j'ai pas ressenti de culpabilité à ressentir ce que je ressentais, et en plus de ça, moi je sentais quand même que le lien se faisait très bien. Ouais. Donc C'est chouette d'avoir pu le vivre aussi sereinement au final. ouais, parce que j'ai pas de culpabilité à me dire que c'était pas normal ce que je ressentais. C'est génial ça. Et oui, et oui, tout à fait. Et en plus de ça, j'ai eu de la chance parce que le lien, l'amour a pas été immédiat. Enfin, l'amour a pas été immédiat, si, mais le truc a pas été immédiat, mais il est quand même arrivé assez rapidement. Hmm. Alors, ça a été crescendo, ça par contre, aussi. Dans le sens où au début, bah, on apprend à se connaître et tout, mais très très rapidement, je pense qu'à partir de 3 mois, c'était quand même l'amour avec un grand A. Et je me rappelle, à partir de 7-8 mois, c'était mais l'amour fou, quoi. Trop chouette. Mm. Ouais. Et alors, vous avez fini par en vouloir un deuxième? Tout à fait. Alors moi, j'ai toujours dit que j'en voulais deux. Ah Et à oui, la lumière de c'était cette... acté de base? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'en aurais peut-être même voulu trois, mais on va s'arrêter à deux. Oui, pour moi, j'en ai toujours voulu deux ou trois. Mais mon mari, au début, il avait dit peut-être pourquoi pas trois. Mais lui, il a une histoire où il y a beaucoup de... Enfin, il est d'une famille nombreuse. Et comme c'est le plus grand, et qu'ils s'étaient très rapprochés, il avait peut-être peur de ne pas pouvoir donner pareil à tout le monde. Et lui, Hmm. c'est une problématique qu'il a affrontée. Donc lui, très rapidement, quand il s'est rendu compte à quel point un enfant c'était... Parce que lui, il a pris une petite claque quand même, hein. Et quand il s'est rendu compte à quel point un enfant c'était chronophage, énergivore et à quel point ça demandait de l'attention, lui, il est quand même assez solitaire. Il aime bien avoir du temps pour lui. C'est Ah oui, chaud, quoi. effectivement, c'est pas trop compatible. Ah ouais, non. Et après, si, si, quand même, parce que nous, on a quand même un truc où, bah déjà, nous, nos enfants, ils sont quand même relativement faciles et sociaux. Donc déjà, pour s'en occuper, on peut les confier, on a la famille à côté. Non, nous, on a une configuration idéale. Ouais, Et j'avoue. puis moi, bah, je les garde, et puis on se partage. Il y en a un qui avec le bébé 1 heure ou 2 heures, pendant que l'autre, il fait ça, il fait des trucs et tout. Hmm. Moi, je sortais un petit peu le soir, il la gardait. Vice-versa. Vers 6-7 mois, Sénat elle a commencé vraiment à se révéler enfin, c'était quand même un bonheur de bébé assez rapidement, hein. Hmm. Voilà. Et voilà. Et donc du coup, bah, à la lumière de cette expérience avec Sénat qui était quand même très très positive, du fait que j'en voulais deux au moins, bah, on a décidé d'avoir un deuxième enfant, mais moi j'avais en tête l'envie que ce soit plus programmé cette fois. Donc on Ouais, s'est mariés en 2019 et puis moi j'avais envie qu'il y ait 3 ans d'écart. d'accord. Donc je sais que c'est une chance de pouvoir planifier comme ça, hein, de pouvoir dire bon bah voilà, Hmm. nos enfants ils auront 3 ans d'écart. C'est vrai que Et c'est du pas coup donné à bah, tout le monde. non, 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 nous on a de la chance, on le sait bien. On a lancé les essais en février 2020 et je t'avoue que moi le truc Covid, ça m'a pas du tout dérangé et Muraine non plus. Donc Ouais. lui, au début bah, moi je lui ai demandé à la Saint-Valentin, je lui ai dit que j'avais enlevé mon stérilet.
Et puis après, j'ai attendu qu'il soit prêt, mais lui, au bout d'un mois, il m'a dit oui. Et donc voilà, vers fin février, on a lancé les essais. Et après, il y a eu le confinement. On est parti en voyage de noces pendant le confinement. Enfin, c'était parce qu'ils n'ont pas voulu annuler le voyage. C'était pas du tout une bonne période. C'était vraiment horrible. C'est vraiment first world problème de blanc privilégié. Enfin, j'en ai conscience. Mais ça a été très très anxiogène. Après, je me suis retrouvée à bosser à la maison toute seule parce que bon, à ce moment-là, Meren, il travaillait il était manutentionnaire, donc il pouvait pas quitter son bureau. Moi, j'étais toute seule avec une petite 2 ans, avec un chef qui était qui se croyait sympa, on va dire. Mais T'as écrit un article là-dessus, il me semble. ouais, j'en ai Que écrit. je recommande. Je remettrai le lien dans la description. J'en ai écrit un certain nombre là-dessus. C'était quand même. J'en ai ri parce qu'il y avait que ça à faire, mais ça a quand même été compliqué. Et d'ailleurs, ça a motivé mes envies de changer de métier après, enfin, de peut-être trouver autre chose. Bon. Et voilà, donc il y a eu le confinement, ça a été une période qui est difficile, le voyage de noces à l'autre bout du monde, parce qu'ils n'ont pas voulu annuler le truc en pleine pandémie, c'était hyper anxiogène pour moi. J'en ai encore des cauchemars. J'en ai encore des cauchemars et tout. Enfin, ça reste. Donc ça n'a pas été. Mais après, bon, il n'y a pas que Chloé Genovesi qui a eu des problèmes avec le Covid. Ça a été horrible pour tout le monde et ça continue d'être compliqué. Là, j'ai l'impression que le truc sur. Là, j'ai pas mal d'amis qui ont dû annuler encore plein de trucs. Enfin bon, bref, voilà. Et donc, on est rentré donc dans cette pandémie mondiale. Et voilà. Et du coup, j'ai un peu viré zinzin, encore une fois. Les essais, ça me réussit pas. Enfin, c'était la première fois de ma vie que j'étais en essai. Et en même temps, j'ai eu 2 enfants, donc ça va. Hein. Et je faisais des tests tout le temps, même quand j'avais mes règles et tout. Et bon, après, je suis tombée enceinte fin avril. Donc, Ah ouais, voilà. assez rapidement quand même. Ouais. Mais t'as Comme je mal dis, vécu ces essais. en fait, le problème, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je veux pas de troisième enfant, c'est parce que l'anticipation anxieuse est trop insupportable chez moi. C'est trop compliqué. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas que je vis mal les essais dans le sens où je ne vivais pas mal l'attente, parce qu'en plus de ça, bon, l'attente, voilà. Enfin, c'est pas une histoire d'attente. La perte de contrôle et pourtant, je suis très bordélique et tout, mais la perte de contrôle et le fait de ne pas avoir de prise sur les trucs, c'est insupportable. Mais comme beaucoup de femmes, enfin j'ai l'impression, je sais pas beaucoup de femmes, mais j'ai l'impression que c'est quand même un truc qu'on nous met un peu sur les épaules. Mais moi, c'est l'anticipation anxieuse de il pourrait arriver un truc difficile. Moi, j'ai toujours peur qu'un truc horrible me tombe sur la tête. Et dans le domaine de la maternité, ça a exacerbé le truc à un point que même si j'ai adoré mes enfants, que ça se passe très bien, qu'ils sont faciles et tout, certains états d'angoisse dans lesquels j'ai pu me retrouver de façon indirecte, parce que eux m'angoissent pas du tout, font que je pense que par exemple pour ma santé mentale et la santé de la famille, c'est mieux qu'on reste à deux parce que c'est insupportable comme sentiment. Ouais. Mais c'est assez paradoxal d'ailleurs. Bon, bref, et du coup, je fais pas mal de tests et tout, et puis jusqu'à ce qu'un matin, je sais pas, j'avais dû ovuler 10 jours avant, et je fais un test à 10h du soir, quoi, donc le truc qui n'a aucun sens. Et évidemment, voilà, et du coup, bon, voilà, on voit une mini-barre. Et là, on commençait 1 mois et demi, comme pour Sénat, et c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était mon premier symptôme de grossesse. Je suis devenue complètement zinzin. Je passais mes journées au lit à pleurer. J'avais peur de le perdre. Alors que... Ah ouais? Ouais. Et je l'ai su trop tôt la prochaine fois. Enfin, s'il y avait une prochaine fois, je pense que j'aurais pas fait le test comme ça. Et je passais mon lit à pleurer, tout m'angoissait. Et en fait, du jour au lendemain, au bout d'un mois, c'est parti. Alors que j'avais pas du tout dépassé le premier trimestre. C'était très hormonal en fait. Ouais. Et mais rien que pour ça aussi, je suis pas sûre d'avoir envie de repasser par là, quoi. C'est vraiment hyper bizarre. Et pour Sénat, j'avais eu aussi, et j'avais vraiment l'impression, mais vraiment de devenir mes zinzins, quoi. Je veux dire, enfin, elle a plus pouvoir se lever, pleurer tout le temps. Enfin, c'est très 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 étrange, surtout qu'en plus de ça, même si je suis angoissée au quotidien, je gère bien.
Et là, j'ai vraiment l'impression de devenir folle et de péter les plombs, quoi. Enfin, je sentais que la réalité, elle était plus tout à fait ça, quoi. Ouais, Et ok. bah, comme pour Senna, je l'attribuais un SPM, et là, par contre. Mais là, encore une fois, je pensais que j'étais juste stressée de le perdre, et puis en fait, du jour au lendemain, cette semaine, j'ai arrêté d'être stressée. Donc là, je me suis dit, il n'y a aucune raison que j'arrête d'être stressée, donc c'est juste qu'en fait, c'est vraiment ce truc-là, quoi. C'est vraiment Hmm. l'anxiété plus du premier mois, quoi. Tu réagis très fort aux hormones, psychologiquement en fait. Bah, je crois, parce que je crois. Je crois. Et à partir de cette semaine, on a fait une écho de datation à 6-7 semaines et on a vu le cœur. Et à partir de là, je sais pourtant que ça veut rien dire, mais à partir de là, ça allait beaucoup mieux. Eh ben, je faisais quelques recherches suite à une interview que j'ai faite il y a avant-hier, je crois. Non, ou la semaine dernière. J'ai trouvé une étude qui disait qu'à partir du moment où on entend le cœur, les risques de perte, enfin, les risques de fausse couche baissent à 3%, ou 1,4. C'est pas beaucoup Ouais. pour une grossesse asymptomatique. Donc en fait, si, voir le cœur, c'est rassurant finalement. Et non, mais je sais, j'ai vu cette étude aussi, mais malheureusement, on a quand même des cas, Bien sûr, toujours des cas où on se rend il n'y aura compte que jamais 100%. c'est ça, et que malheureusement, les grossesses qui s'arrêtent après avoir vu le cœur, il y en a quand même pas mal. Mm. Et enfin, pas mal. Voilà. Mais je sais bien. Pour moi, le cœur, c'est un truc c'était important. Et je sais. Et de toute façon, enfin, les chiffres étaient plutôt pour moi. Et on peut pas contrôler. Mais encore une fois, c'était un état, ouais, vraiment bizarre, quoi. Et d'ailleurs, Mm. cette grossesse-là a été moins heureuse d'une certaine manière. J'ai eu beaucoup plus de stress, j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu plus de symptômes au premier trimestre. J'ai pas été très malade non plus, mais c'était quand même. J'ai pas du tout saigné par contre, donc je pense que là, ça c'était bien. Mais ça n'a pas été une grossesse aussi épanouie que pour ma fille. Bah, j'étais fatiguée parce que j'avais la petite aussi déjà qui était là. Et voilà. Oui, j'imagine qu'une grossesse avec déjà un bambin à gérer et une grossesse, une première grossesse, c'est quand même foncièrement différent. Non, et puis il y avait la période Covid. Oui, aussi. Et puis à ce moment-là, j'ai arrêté de travailler parce que je voulais me lancer dans mon activité professionnelle, une autre activité professionnelle, mais j'ai un peu arrêté sans savoir ce que j'allais faire. Donc même si Mm. j'avais tout préparé, donc il y avait pas tellement, je prenais pas de risques, hein. Mais c'était quand même c'était stressant. Et je sais que mon mari, il était un peu déstabilisé de me voir comme ça, et lui il disait que bah si c'était pour que, mais gentiment, hein, en plein de bienveillance. Enfin, il disait pas du tout ça en critique, mais il disait que vu l'état dans lequel j'étais pendant la grossesse, ça faisait aussi partie des raisons pour lesquelles il en voudrait pas un troisième, parce que j'ai été Mm. dans des moments de bad, je suis très stressée, beaucoup de pleurs, beaucoup d'énervement. Pas mal dans les angoisses sont revenues aussi, donc je suis repartie dans mon truc où je lisais des trucs de gens qui avaient des problèmes, et du coup je me disais que mes enfants ils allaient avoir des problèmes, que mon bébé il allait avoir un problème et tout ça. Moi je savais pas que c'était un petit garçon, mais mm. Ok, donc grossesse un peu compliqué psychologiquement. Et qu'est-ce que toi tu décides, enfin, avec ton mari, hein, de toute façon j'imagine, qu'est-ce que vous décidez pour l'accouchement? Alors moi je voulais accoucher à la maison. Pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui a fait ce déclic? Hyper pragmatique, je me suis dit si c'est pour avoir mal comme ça, je veux plus je veux pas aller à l'hôpital, ça sert à rien. Effectivement, c'est pragmatique. Non, mais c'est pour ça. En fait, je me suis dit, bon, après l'accouchement de Senna, je me suis dit, ouais, obligé, la prochaine fois, je les supplie pour avoir la péridurale. Et je me suis dit, bon, déjà, l'accouchement de Senna était quand même relativement rapide. Et il Oui, était rapide. Aux Pays-Bas, il y a 80% des nanas qui accouchent sans péri. Euh, C'était vraiment un accouchement qui s'est très très bien passé. Bon, moi, j'ai eu mal, mais le truc, il s'est mis en. Enfin, je me suis mis en travail toute seule. J'ai pas eu un seul médicament. J'ai pas eu de déchirure. Elle était dehors sans les outils. Limite, oui, elle est sortie c'est toute seule. Moi, j'ai c'est rien bien passé. compris.
Voilà, ça s'est bien passé, quoi. Donc je me suis dit, déjà, ils veulent pas filer la péri. Moi, ça a été vite parce qu'au final, le travail actif à l'hôpital, c'était. J'ai dû peut-être passer 4 heures entre le moment où je suis arrivée à l'hôpital et le moment où elle est arrivée. Alors je me suis dit, pour Oui. un deuxième, et d'ailleurs, la suite m'a donné raison, pour un deuxième, ça va pas être plus long, quoi, ça va être plus rapide. Donc ils vont forcément m'embobiner pour pas me filer la péri. Et vu que personne aux Pays-Bas, il y a 80% des femmes qui ne l'ont pas, et qu'ils ont quand même une bonne réputation de trouver toutes les excuses possibles pour pas te la filer, ça sert à rien, quoi. Ouais. En Autant fait, je me rester chez suis soi. ouais, je me suis dit, ton plan de demander la péri, ça va pas se passer comme ça. Ils vont pas te la filer, ces enflures. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer autre chose, je vais essayer de rester chez moi, mais je vais me préparer comme une marathonienne et je vais prendre une doula. Alors en fait, les doulas, ça coûte un rein, donc j'ai pas pris de doula. Mais Ça aussi, pragmatique. voilà, c'est ça. Mais je me suis dit, je vais me préparer à fond, à fond, à fond. Et il y a des Et critères pour l'accouchement à domicile ou... bien sûr, bien sûr. Il faut qu'il y ait un brancard qui puisse passer dans les escaliers. Ah oui. Ou alors que tu sois au rez-de-chaussée. Bon, après, moi, j'ai peut-être des escaliers un peu étroits, mais j'aurais accouché dans le salon, sinon c'est pas grave. Parce qu'on a une maison. D'accord. Il faut que tous tes examens, t'as des examens à faire, donc il faut que tu sois pas anémié. Donc moi, j'ai une prise de sang de fer en fin de grossesse. Ils ont vérifié ma thyroïde parce que j'ai des antécédents familiaux. Ils vérifient que t'as pas de diabète. Ils te prennent ta tension. Il faut que ce soit la grossesse sans risque, quoi. Moi, Ouais, j'avais ok. peur de ressaigner parce que j'avais peur que si je ressaigne, je passais en grossesse à risque. Mais moi, j'étais prête Hmm. à leur dire que c'était mort et que je saignais à chaque fois. Et je pense que même si j'avais saigné, j'aurais réussi à d'accoucher à la maison. Mais je suis pas sûre que. Enfin, heureusement, disons que j'ai pas saigné, quoi, parce que c'était pas, ça aurait Hmm. pu me porter préjudice. Ok. Et du coup, ça se passe comment une sage-femme vient chez toi? Bah, en fait, donc du coup, pour tout ton suivi de grossesse, donc là, à partir du moment où j'étais plus à l'hôpital, vu que je saignais pas, le suivi de grossesse a été très, très, très différent. C'est-à-dire que j'avais rendez-vous avec et surtout avec le Covid, j'avais rendez-vous avec une sage-femme dans un cabinet de sage-femme où elles étaient 4-5, donc avec une sage-femme différente tous les mois à partir de 8 semaines. J'avais 2 échos en centre, donc une à 10 semaines, une à 18 semaines. Et quand au cabinet de la sage-femme, elle faisait le Doppler et la tension. Et j'ai eu une écho en plus à 12 semaines parce que j'avais demandé le Doppler à 12 semaines et elle n'entendait pas le cœur. Donc elle m'a envoyé faire une écho pour vérifier que tout allait bien, tout en précisant bien qu'à 12 ou 14 semaines, je sais plus, c'était tout à fait normal de ne pas entendre un cœur au Doppler, que donc il n'y ait Ok. pas tellement d'inquiétude à avoir. Donc on a eu un petit coup de stress, mais je dois dire qu'encore une fois, j'avais quand même le sentiment que ça allait bien. Autant le premier Hmm. mois, je suis complètement zinzin et j'ai peur de le perdre, autant à partir de 6-8 semaines, pour les deux, je sentais au fond de moi qu'il n'y avait pas de problème, quoi. Ok. Donc, Donc voilà, donc pardon, encore une fois, je dévie, comme d'habitude. ah mais non, du tout. C'est vrai qu'on n'a pas parlé Rendez-vous. du suivi. Et alors qu'on en avait parlé un petit peu et tu t'avais dit que c'était différent. Donc c'est très très bien. Euh, Je te laisse continuer. Donc voilà, donc deux échos, enfin la dernière écho à 18 semaines. J'ai trouvé ça super cool. Rendez-vous chez la sage, enfin ça va pas du tout manquer de pas faire plus d'échos que ça après Ouais. 18 semaines. De toute façon, moi, sur les échos, j'arrive pas à différencier la tête des fesses, donc ça m'aurait pas servi à grand chose. Coup de tension, coup de Doppler, bonjour madame, ça va, bon bah super, vous êtes en bonne santé, allez à la prochaine. Donc quasiment pas de suivi. Mais très réactive, hein. S'il y avait eu le moindre problème, je sais elles auraient assuré parce qu'en tout en fin de grossesse, j'ai attrapé une maladie, enfin un virus, et j'étais tellement malade que j'ai eu des saignements des saignements à la fin enfin des saignements pendant que j'étais malade. Et là, branle-bas de combat, la sage-femme, elle est arrivée à la maison à 23h un samedi soir. Pour vérifier que tout allait bien et tout. Donc elles sont réactives, mais si tout va bien, on Effectivement. n'a pas besoin de. Voilà, si tout va bien, on s'emmerde pas à aller chercher plus loin. Et moi, j'ai trouvé ça très bien. Ok. Donc j'ai pas fait de prise de sang, sauf à la fin pour vérifier l'anémie et au tout début.
pour vérifier les carences. Donc on a 2 prises de sang, 2 échos, dont la dernière à 18 semaines et c'est tout. Ok. Et Pas de donc, test de glucose. pour en revenir à l'accouchement, il se déclenche comment? Bah, quand j'ai des quand on a des contractions, on appelle la sage-femme et elle se pointe. Ok, d'accord. Tout simplement. Elles sont au Absolument. taquet et go, quoi. C'est ça, bah, elles connaissent le terme du premier, donc en général c'est comme un bon indicateur pour le terme du deuxième. Donc moi ma fille est arrivée à 40 plus 5 je crois, 40 plus 4. Donc là et ça avait l'air quand même assez évident que j'allais pas aller jusqu'à 42. À partir de 42, les membranes là, Ah, il décolle contre-dit les membranes? membranes, Oui. ouais, pour que tu puisses quand même accoucher à la maison et si ça y a rien qui se passe, tu t'es transféré. Ok. Et tu dois appeler quand ça. Voilà. Et elles sont sur le qui-vive à partir de 38-39 semaines, mais tu les vois du dernier mois, tu les vois toutes les semaines. Donc, Ok. te font pas d'examen du col. Donc, moi, jusqu'à mon accouchement, j'avais aucune idée de combien t'aimes, et de toute façon, pour un deuxième, ça veut rien dire du tout. Mais elles arrivent à toucher le bébé et à savoir dans quelle position il est. Donc, à la position, par exemple, elle voyait que lui, il s'est mis quand même assez rapidement dans la bonne position. Donc ça, voilà, s'il n'est pas dans la bonne position, tu dois aller à l'hôpital et des trucs comme ça, mais lui, il était bien, là. Il était en place. Oui, c'est vrai ça, parce que souvent, la troisième écho, en France en tout cas, ça permet aussi de savoir dans quelle position il est. Il n'y a pas du tout Bah, ça. elles savent à la main. À la main, elles peuvent te dire, genre, elle était là, regardez, c'est ses petites fesses. Alors moi, je portais juste une petite bosse, ça aurait pu être son pied. Je trouvais ça dingue. Les nanas, elles arrivent à savoir. Bon, je dis encore une fois les nanas parce que c'est toujours pareil. Souvent. En tout cas, nous, à l'hôpital, c'était que des femmes et c'est un bien beau métier. Donc, c'est vrai que ça pose aussi la question du genre hein, dans le soin. Euh, Elles touchaient juste un petit coup de main et elles arrivent à te dire exactement dans quelle position il est. Et donc lui, il s'est mis C'est assez fou. rapidement la tête vers le bas, prêt à sortir. Ouais. Et alors ton accouchement? Ah, euh, non, c'était franchement là pour le coup c'était sympa. Bah en fait je me suis préparée de fou, j'ai fait de l'hypnobirthing Ouais. de naissance. Là, par contre, en fait, je pense juste que c'est important de dire ça, c'est que j'étais à fond dans le physio. Là, je me suis mis Mmh. vraiment à fond dans le physio. Et L'hypnonaissance, tu l'as faite toute seule ou avec non, une sage-femme? j'avais pris des doulas mais en visio, hein, parce que de toute façon, Ok. tout était en visio. Mmh. Mais j'ai fait du yoga, j'ai fait de l'hypnonaissance, j'ai fait un groupe de parole prénatal. Tous les Chouette. soirs, j'ai lu plein de trucs, genre la naissance en BD. D'ailleurs, ça m'a rien appris, ce que je savais déjà, parce que j'avais déjà lu d'autres trucs. Mais c'est sympa à lire quand même. J'ai regardé toutes les vidéos de trucs positifs. Les gens qui voulaient me raconter leur accouchement à partir de 7 mois, je leur disais non, je laissais plus personne me raconter de trucs anxiogènes. Ça, par contre, j'ai bien fait. Je me suis coupée de tout ce qui était anxiogène. Je Mmh. faisais de la méditation tous les soirs, de la respiration, des exercices et tout. J'étais mais hyper préparée. Et en fait, du coup, ça m'a fait tellement de bien. Parce que du coup, les 2 derniers mois, j'étais trop bien. J'étais trop sereine, j'avais pas peur du tout, j'avais trop hâte. C'est trop Trop cool. bien. Génial. Ouais, la fin de grossesse a été géniale. En plus de ça, on a été confinés aux Pays-Bas. Et du coup, j'ai passé la fin de grossesse avec ma fille et mon mari à la maison. Donc on était bien tous les trois, on était en mode cocon. Franchement, c'était trop bien. Cool. Ouais. Et bah du coup, le jour de l'accouchement, bah en fait, ça a été comme pour ma fille, c'est-à-dire que j'ai eu un pré-travail qui était long. Tu avais Donc en perdu fait, les... non, pas cette fois. Heureusement, parce que sinon, ça aussi, ça peut compromettre l'accouchement à la maison. Ok. Et en fait, j'ai commencé à avoir des contractions plus tôt que ce que je pensais. Parce qu'en fait, j'ai eu un premier épisode de contraction à pile 39 semaines. Et ensuite, à 39 et 6, j'ai commencé à avoir des contractions. Donc, Ah oui. j'étais loin, loin, loin de la prématurité. Hein. Mais pour Oui. moi, je sais pas, je me suis toujours imaginé que ça allait aller, j'allais aller jusqu'à la toute fin. Et Oui, du coup. 39 plus 6, ouais, c'est ça, 39 plus 6, j'ai commencé à avoir des contractions. Et puis j'ai eu des contractions pendant 2 jours. Donc le premier jour, ça faisait pas trop mal. Et puis c'était vraiment très, très, très espacé.
Et le deuxième jour, rendu à 40, donc le jour des 40 semaines, là j'ai eu des contractions toute la journée, mais 10-15 minutes pareil, donc je savais là cette fois-ci que c'était pas le moment encore. Je devais aller voir le cabinet enfin, je devais aller voir les sages-femmes au cabinet, je leur ai demandé de venir chez moi parce que moi j'étais plus en état de me déplacer. Elles m'ont dit que le bébé il était complètement engagé, donc que cette fois-ci bah, c'était imminent quoi. Et moi je sentais que c'était imminent. Et du coup, on a passé une journée trop cool. Mon mari, là, il est rentré à la maison parce que je lui ai dit que bah, même si je ne savais pas encore commencer, c'était quand même en route. Donc, on a passé une journée trop bien. Ouais, moi, je me tartinais d'huiles essentielles. J'avais un diffuseur d'huile. Je passais mes journées dans le bain. Enfin, tu vois, c'était cool. J'ai pas dormi de la nuit, les 2 nuits, parce que j'avais eu des épisodes de contraction et du coup j'étais hyper excitée, mais j'avais réussi à dormir en journée même si j'avais des contractions. On a fait une grosse balade. C'était vraiment trop cool. Et là, par contre, je savais comment ça se passait en fait. Donc je savais que ça servait à rien de s'alarmer, que ça servait à rien de s'exciter, et que ça voulait dire que c'était en route que ça avait commencé, mais que ça servait à rien de traquer la moindre contraction et tout ça, parce que de toute façon, c'était pas moi qui décidais et que ça allait se mettre en route. Donc voilà, en fin de journée, on avait un énorme tas de linge à plier et on voulait que la maison soit nickel bah, pour l'accouchement et aussi parce que l'aide à domicile allait venir pendant une semaine. Et du coup, on a commencé à faire le linge vers 4 heures. Et là, en faisant le linge, je devais me baisser. Et là, j'ai commencé à sentir que c'était quand même. Le vent était en train de tourner, quoi. Ok. Je commençais à en avoir de plus en plus, mais je voulais pas trop chronométrer. Et vers 5 heures, on a quand même décidé de chronométrer. Et là, on s'est rendu compte qu'il y en avait quand même toutes les 5-10 minutes, quand même. Voire, il y en avait quand même certaines où c'était genre toutes les 5 minutes. Donc là, moi, j'ai voulu absolument aller chercher ma fille à l'école, à la crèche. Donc, on, Ah on, oui. on a été dans la voiture, on a été chercher la petite. Et quand on est rentré, ça s'est pas ralenti. Quand on est rentré à la maison, j'en avais toutes les 3 minutes, quelque chose comme ça, et ça commençait à faire plutôt mal. Mais ça allait parce qu'en fait, bah là, du coup, je savais qu'en physio, il faut rester debout, qu'il faut bouger au lieu d'être allongé. Donc du coup, j'étais debout, je bougeais les fesses, mon mari me mettait les mains et tout sur les hanches, donc forcément, la douleur n'était pas la même. Hein. C'était quand même Ouais. beaucoup plus gérable comme ça. T'avais un ballon? Là, non, mais enfin, si j'avais un ballon, mais moi, j'ai jamais utilisé le ballon. Ouais, J'aime ok. pas. Ouais, ça t'aidait pas. Non. Et enfin, je trouve pas ça confortable le ballon. Donc j'avais envie d'être ou debout ou allongée dans le bain, mais j'avais pas envie d'être sur le ballon. Ouais. Et là, j'ai appelé la sage-femme il était 6 heures. J'ai appelé la sage-femme et je lui ai dit bon bah là par contre je pense que ça commence. Enfin, là je pense que ça commence, mais prenez votre temps. Et elle me dit oui ah bon bah la sage-femme de nuit elle viendra vers 7 heures. Je me dis c'est parfait, 1 heure, 1 heure et demie, c'est bien. Et mon mari, lui, il nourrissait notre fille. Enfin, il avait fait à manger, il donnait à manger à la petite en bas et tout. Et on prévient ses parents pour qu'ils viennent. Et nous, on sera là vers 7h30. Moi, je me dis, ouais, tout va bien, c'est cool. Tout se passe bien, ça commence doucement. Et je vais me prendre un bain. Et là, dans le bain, en plus de ça, les contractions, elles diminuent. Je me dis, ah ouais, d'accord, vraiment le début, quoi. Et en fait, la sage-femme arrive à 6h30. Et moi, j'étais dégoûtée. Je me dis, elle me casse ma bulle. En plus de ça, en physio, on te répète bien qu'il faut que tu sois dans ta bulle, Hmm. toute seule, à la limite avec ton mari. Mais là, il s'occupait de la petite. Moi, j'étais dans mon bain, j'écoutais de la musique, je chattais sur le téléphone. Donc, voilà, quoi, aucun problème. Et je me dis, mais c'est pas possible. Elle vient me casser ma bulle et tout. J'étais dégoûtée. Et elle me dit, est-ce que je peux vous ausculter? Parce que du coup, ça allait être le premier examen du col de la grossesse. Et je lui dis, bah ouais, je suis polie, donc je dis, bon, d'accord, et tout. Dans la tête, c'est bon, maintenant qu'elle est là. Et là, en me sortant de la baignoire, j'ai genre 3 contractions d'affilée. Et genre, à chaque fois, je devais m'arrêter et tout. À un moment donné, je m'allonge sur le lit, je commence à bouger bizarrement, en bougeant les fesses. Genre, j'étais à 4 pattes dans le lit, en faisant des bruits bizarres et tout. Et je lui dis, oh, je suis désolée, je suis désolée. Et tout, je lui dis, ouais, je pense que le travail, il n'a pas vraiment commencé. À mon avis, vous êtes là un peu trop tôt, mais bon, on va voir. Elle me dit, franchement, vu votre tête, ça m'étonnerait, hein, que c'est pas commencé. Vu votre tête, on y est là. Je suis, ah, bah bon, et tout. Alors après, le temps qu'elle puisse me faire l'examen, ouais, voilà, il y a eu 2-3 contractions encore et tout. Bon, du coup, elle peut me faire mon examen. Et là, juste à ce moment-là, mon mari rentre dans la pièce. Et il me dit, bon, vous êtes à 4, mais tout est effacé et tout, ça va aller vite. Alors avec mon mari, on lui dit, ah, vite comment et tout. Elle fait, bah d'habitude, c'est 1 cm/h, mais là, ça va aller plus vite. Alors on lui dit, ah bon, combien vous pensez 3-4 heures? Elle fait, non, là, plutôt 1 heure ou 2. Ah Alors oui. là, on la regarde, genre, ah bon?
Là, il était 6h30, je crois. 6h30, 6h45, je sais plus. 6h30. Et alors là, on la regarde un peu, genre un peu sonnée, genre ah bon et tout. Bon, ok. Et elle dit bon, bah moi, ce que je propose, c'est que vous retourniez dans le vin, vous aviez l'air bien là-bas, et vous, bah vous occupez de la. Enfin, vous allez vous occuper de la petite. Alors on lui demande si on peut garder Sénat avec nous à la maison, du coup. Et elle nous a dit qu'elle pensait que c'était quand même mieux qu'elle aille quand même chez mes beaux-parents. Hmm. Donc moi, je retourne dans mon bain. Et franchement, ça allait, quoi. Je me disais, enfin, ça commençait à piquer quand il y en avait une, mais je me mettais la tête dans l'eau, je soufflais et tout. Franchement, ça allait. Je me disais, ah bon et tout. Ça n'a rien à voir avec la première fois. En plus, elles n'étaient pas si rapprochées que ça à ce moment-là. Bah, toutes les 3 minutes, mais bon, c'était pas non plus la rafale comme la première fois. Hmm. Et puis vers 7h30, il y a l'autre sage-femme qui a. Enfin, non, en fait, elles sont arrivées. Il y a l'autre sage-femme qui est arrivée. Là, j'ai senti que dehors, ça s'activait. Elles étaient en train de préparer la chambre. Il y en avait qui me demandaient où est-ce que j'avais mis les draps. Ou mon mari, on lui demandait de ramener le pyjama. Et là, dans ma tête, je suis là. Ah ouais, ah ouais, c'est vraiment en train Ça y est. d'arriver, en fait. Ah putain, ça y est, quoi. Je suis en train d'accoucher. Et moi, j'étais quand même dans mon bain et tout. Je commençais à mettre de la musique, des bougies et tout. Et franchement, ça allait. Et vers 7h30, là, par contre. Bon, et je m'étais dit, ah, peut-être que cette fois-ci, je vais pas avoir mal, peut-être que je gère trop bien et tout grâce au physio, machin, tu parles. Je suis sortie du bain à 7h30, et là, on va dire que, bon, les choses sérieuses ont commencé, et après, j'ai vécu 50 minutes, comment dire, relativement désagréables. Et je me rappelle lui dire, elle me dit, je peux vous regarder et tout. Je lui dis, vous n'avez pas intérêt à me dire autre chose que 7. Donc à 7h30, heureusement, j'étais à 7. Tu Et là, elles sentais. m'ont laissé. Ouais, bon, c'était bien quand même. Et là, elles m'ont laissé dans ma bulle, mais bon, la bulle, elle était finie, là, c'était percé à fond. Et du coup, je les ai rappelés, j'ai crié dans tous les sens. Je me rappelle regarder par la fenêtre de ma chambre et me dire, putain, mais quelle idée à la con. Et maintenant, je suis coincée dans ma chambre. De toute façon, je peux pas avoir la péri parce que l'hôpital, il est trop loin. Et voilà, mais c'était vraiment une idée de merde. Et je suis coincée ici, je peux rien faire. Je suis complètement piégée. Je me rappelle me dire ça. Après, j'ai commencé à crier, je peux pas y arriver, je vais mourir, alors que je savais très bien que j'allais pas mourir. Et je sais pas, j'avais envie de crier des trucs débiles. Je sais pas, j'avais un besoin de crier des conneries, quoi. Alors que dans ma tête, j'avais pas peur du tout. Je savais très bien que tout allait bien, mais j'avais besoin de crier des Fallait trucs. évacuer. Ouais, ouais, ça fallait évacuer. Donc elles se sont pointées. Voilà, j'ai plus de notion du temps, mais je me rappelle juste que la sage-femme, elle me regarde, elle me dit bon, bah on va pousser. Et je me rappelle dans la tête me dire déjà, ça fallait évacuer. Mais bon, heureusement, quoi. Et Sénat là, au est chez début, tes beaux-parents, du coup? ouais, oui, Ouais, alors oui, c'est ça. voilà, c'est ça. Sénat, il l'avait à 7h30, ils ont dit à mon mari, dépêchez-vous, monsieur, ça va arriver. Et heureusement, mon beau-père est arrivé à ce moment-là. Mais moi, j'ai pas Ok. trop entendu. Je me rappelle juste que Sénat m'a fait un bisou sur le ventre un moment, mais c'est tout. Et là, bah, je me suis mise sur mon lit. Alors, on dit, ouais, il faut faire la position physio. Moi, j'étais échouée sur le dos, en train de crier. Je me dis, mais comment. Les voisins, après, ils m'ont demandé à quel jour était né mon fils. J'avais envie de leur dire, mais vous avez entendu, non? Parce que j'ai hurlé, mais à la mort. Mais j'avais honte. Même en hurlant comme ça dans ma tête, j'avais quand même honte, quoi. Et donc, il a fallu pousser le bébé dehors. Et au début, j'osais pas trop pousser parce que j'avais peur de me faire mal. Et puis ensuite, quand j'ai vu que, bah, en poussant pas trop, le bébé sortait pas trop, je me suis dit, ok, là, c'est tellement horrible la douleur, c'est tellement affreux comme sensation, que si jamais tu dois être transféré à l'hôpital parce que t'arrives pas à sortir ce bébé, ça va être horrible. Donc, ma grande, tu te réveilles, tu fais quelque chose, tu nous le sors, cet enfant. Et en plus de ça, je commençais à sentir qu'il y avait une petite tension dans la pièce, mais elles m'ont pas dit pourquoi, et heureusement. Donc là, j'ai tout donné, heureusement, donc du coup, bon bah là, le bébé, il est sorti tout de suite, il avait 3 tours de cordon. Mais en fait, le cordon, c'est très courant, hein. Donc c'est pas très grave, mais Hmm. son rythme, il commençait à ralentir aussi. Donc elle écoutait, mais ça, ils m'ont dit qu'après. Donc il fallait vraiment, et elle me disait dépêchez-vous quand même. Mais elle me le disait pas d'une manière trop inquiétante, mais je chantais quand même qu'il fallait y aller, quoi. Ouais. Et bon, bref, et donc le bébé est sorti. Et là, je me suis dit, j'étais à mon bébé, je t'aime et tout, mais je racontais vraiment n'importe quoi. Je suis même pas sûre que je le pensais. J'étais trop contente que ce soit terminé, surtout. Alors, je dis à mon mari, oh là là, je suis contente que ce soit fini quand même. Et voilà. Et Abel était née. Wow. Et j'étais dans mon C'est lit. intense. 1h50, il a mis le machin à venir. Ah ouais, Ouais, rapide. Ça, ouais, si un rapide. jour Mais tu fais un troisième, même si on est d'accord, j'ai bien entendu que c'était pas d'actualité, mais si un jour tu fais un troisième, ça va être très, 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 très rapide. après, le pré-travail est quand même bien long, donc Oui, c'est vrai.
Mais bon, le pré-travail, c'est pas ce qui est embêtant, donc ça va, quoi. Et donc voilà, donc Abel était né, Et alors, et j'étais... Ouais. la vie à quatre. Bah déjà, moi je voulais absolument, pour des raisons, j'avais vraiment envie d'avoir un garçon. Alors il a fait très plaisir à sa maman, celui-là. Et euh, bah, donc déjà j'étais plus... Et puis, comme je savais l'amour qui arrivait après, je l'ai aimé tout de suite. Comme je savais, j'avais plus de... Enfin, je sais pas comment expliquer. Comme je savais ce qu'allait venir, l'amour, il est arrivé très Mm. rapidement. Ça a été plus l'amour fou tout de suite, lui. Mais pas parce que c'était lui, mais parce que je savais que l'amour fou allait arriver, donc autant qu'il arrive tout de suite, quoi. Ouais, je vois. Pragmatique, Je crois que je toujours. vois. Mais pragmatique jusqu'au bout, toi, oui, effectivement. C'est ça. Et la vie à 4, très bien. J'avais beaucoup, 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 beaucoup d'anxiété. Les 2 premiers mois, c'était horrible. J'avais peur qu'Abel ait des problèmes parce qu'il n'a pas souri tout de suite. Je trouvais qu'il avait le regard un peu vide. Non, mais je me trouve vraiment des. C'est pour ça aussi que j'ai pas envie d'avoir un troisième parce que là, maintenant, j'en rigole parce que c'était ridicule, hein. Genre, mon bébé d'un mois, il a les yeux vides. Bah oui, il a un mois, quoi. Mais sur le moment, c'était crise de larmes, crise de Ouais. panique, un sentiment, un instinct de, il y a un problème avec cet enfant qui fait que j'avais vraiment l'impression que c'était vrai, alors que la suite nous a prouvé que cet enfant va très très bien. Mais vraiment l'impression que c'était vrai, quoi. Que c'était plus de l'angoisse, c'était une persuasion qu'il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Donc c'était Mm. horrible à vivre. Et pour ça, même si ça se passait bien en soi, pour ça, j'ai pas envie de. Enfin, c'était vraiment très très dur, ça, Mm. comme anticipation anxieuse. Abel a quasiment très très peu dormi, très mal dormi pendant 7 mois. Il a eu des grosses coliques. Donc il a pas mal pleuré. Il avait vraiment des problèmes digestifs. Il se tortillait pas mal. Mais à côté de ça, c'était un bébé qui mangeait très bien, bah, comme sa sœur, hein. Il adorait le lait, il grossissait bien, il souriait beaucoup, bah, quand il s'est mis à sourire, Mm. éveillé, un amour de bébé, mais il a eu quand même des gros mal au ventre et il a mal dormi pendant un petit moment. Et puis quand il a commencé à être diversifié, vers 7-8 mois, du jour au lendemain, on l'a mis dans sa chambre et il s'est endormi, et depuis il mange, il dort, c'est un bonheur. Ah oui, ça a tout changé, la Ouais, il rigole diversification. tout le temps. Ouais. Bah, ils disent, Ok. hein, il avait un RGO qui le faisait pas souffrir, mais qui du coup lui donnait beaucoup de glaire la nuit, Ouais. qui l'empêchait de dormir, quoi. Et ça c'est... Et de toute façon, il n'y a rien à faire que d'attendre dans ces cas-là, parce qu'ils souffrent Mm. pas. Donc, c'est quand les enfants souffrent, on leur donne quelque chose pour que ça désacidifie, mais quand il n'y a pas d'acidité, il n'y a rien à faire, quoi. Et Ok. voilà. Et toi, comment tu vas aujourd'hui? Moi, ça va. Ça Ok. va. Bah tant mieux. Bah Et, là, ouais. et je voulais te demander, mais en fait, je sais pas si la question est très pertinente. Euh, je voulais savoir si ça changeait quelque chose pour toi d'avoir vécu cette maternité expatriée, mais en fait, je me dis que bah, t'as pas de comparaison. Du coup, ça va peut-être être difficile de répondre. Je sais pas parce que j'ai jamais été j'ai jamais eu d'histoire avec enfin, une histoire amoureuse comme ça avec un Français, donc je sais pas ce que ça fait d'être en couple avec un Français, d'être en ménage français. J'ai jamais eu d'enfant, voilà, ça, j'ai jamais eu d'enfant en France. Mais Hmm. par contre, quand je vois comment ça se passe en France, je suis contente de comment ça se passe aux Pays-Bas. Mais peut-être que si j'étais en France, je trouverais que vous avez l'air moyenâgeux aux Pays-Bas. Moyenâgeux parce que moins de péri, parce que... Bah, pas parce que pas de péri, mais moi quand je vois la surmédicalisation, les hôpitaux blindés en France, les violences obstétricales et que bah, je suis mais scandalisée, quoi. Mais... Pas comme tout mais- le monde, hein, tout le monde est scandalisé, mais je me dis, je me dis que la manière dont l'accouchement d'Abel, enfin, et l'accouchement de Senna aussi, parce qu'au final, j'ai passé 4 heures à l'hôpital, donc elles étaient pas très sympas, les nanas, mais après, le retour de couche à la maison, la suite de couche était géniale. J'ai fait le travail à la maison, du coup, jusqu'à 7 centimètres, j'étais à la maison tranquille Ouais. dans ma bulle. Bah, je me dis que il est évident que le fait que les accouchements et les suites de couches se soient si bien passés pour les 2 enfants,
c'est évident que ça a aidé à faire du lien et que ça m'a aidé à être à l'aise et confortable avec eux. Parce que par contre, malgré l'anxiété, j'ai jamais eu de stress par rapport à la responsabilité de devoir m'en occuper ou d'être maman ou quoi. Je trouvais que les gestes pour s'occuper d'eux étaient très naturels. Et Ok. donc, Et du coup, c'est une très bonne transition vers ma question de fin d'épisode. Si tu pouvais changer une seule chose dans notre société, alors du coup, la plus générale, encore plus générale, ça serait quoi? L'attitude qu'ont les gouvernements par rapport à la question climatique. Donc non, ça n'a rien à voir. Effectivement. En fait, là, on est quand même dans l'urgence climatique. Donc, évidemment, les violences faites aux femmes et au corps des femmes font aussi partie de mes chevaux de bataille. Mais là, vu l'urgence climatique, je pense que c'est vraiment l'urgence, c'est qu'on agisse. Et que j'ai l'impression qu'au niveau individuel, après, c'est biaisé parce que c'est les gens que je connais me ressemblent, donc forcément, ils sont sensibilisés. Mais renverser le capitalisme, hein, si on pouvait faire une chose, voilà, parce que de toute façon tout est lié au capitalisme, donc en fait renverser le capitalisme. Parce que quand j'ai vu que cette question était posée, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler tous les problèmes en ne changeant qu'une chose, et donc évidemment renverser le capitalisme. Eh ben, tu rejoins Léna là-dessus. Parfait. Ouais. C'est marrant parce que je viens justement de penser à elle là en pensant à ça. Merci beaucoup, Chloé. Bah écoute, je t'en prie. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. L'histoire de Chloé montre bien qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'accompagner les mères, que ce soit avant ou après la naissance, et qu'assouplir les protocoles pourrait être une bonne idée. Oui, j'aime bien faire dans l'euphémisme. Je t'attends sur le compte Instagram Première Couche pour discuter de cet épisode. Et si tu veux m'aider à développer ce podcast, tu peux m'attribuer une note et me laisser un commentaire sur les plateformes qui le proposent, mais surtout, tu peux partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une maman de plus. Sur ce, à très vite!